RMC, Baek Woyin, s'est retrouvé dans un sacré pétrin. Apparemment, il y avait un jeu qui est devenu un phénomène mondial, et il s'appelait Reverse Planet. Le jeu est devenu très populaire grâce à ses divers thèmes comme les portails dimensionnels, les pouvoirs surnaturels et les guerres d'invasion. Grâce à la recommandation de son ami, Baek décide d'essayer le jeu, pour finalement se retrouver coincé dans le monde du jeu. C'est un monde terrible où le jeu s'est manifesté comme une réalité, et il a été soumis à des expériences inhumaines où on lui a donné le numéro de sujet de test 62 comme identité. L'expérience est nommée Projet Transcendance, et son seul but était de créer un unique transcendant. Tous ceux qui ont été piégés dans l'expérience se sont retrouvés électrocutés et injectés de plusieurs drogues juste pour modifier leur corps. Après avoir subi plusieurs expériences difficiles, Baek s'est avéré être le seul à avoir réussi le test tandis que les autres sont morts. À l'insu des scientifiques, Baek nourrit une profonde rancune, et il compte survivre à tout prix pour pouvoir assouvir sa vengeance. Peu de temps après, Baek et un groupe d'autres cobayes comme lui parviennent à s'échapper de leurs cellules. Les alarmes se déclenchent, informant les gardes que Baek et ses camarades tentent de s'échapper de l'installation. Ils réussissent à aller loin jusqu'à ce qu'ils tombent sur un terrifiant garde-roue. Le garde a l'air complètement confiant alors qu'il leur dit qu'ils sont arrivés à leur destination finale. Une bataille féroce éclate bientôt, et tout devient noir. Au moment où tout redevient normal, Baek a vaincu le garde, et il est le seul survivant. Baek est encore en train de pleurer ce qui s'est passé quand les fantômes de ses camarades morts émergent de leurs cadavres et commencent à l'exhorter à les venger. Il crie de douleur et d'angoisse jusqu'à ce que Baek n'ait d'autre choix que de céder. Plusieurs années après s'être échappé du laboratoire, Baek est toujours déterminé à venger ses camarades morts. Baek s'en prend sans remords à tous ceux qui sont liés au laboratoire, mais rien de ce qu'il fait ne semble jamais suffisant. Les fantômes de ses camarades continuent de le hanter, exigeant qu'il les venge, laissant Baek se demander combien de temps il est censé continuer à vivre ainsi. Baek est en train d'exprimer sa frustration lorsque la fenêtre de statut s'ouvre soudainement, et on lui confie une mission spéciale, considérée comme une correction de bug. On lui dit d'éliminer le chef du projet Transcendance avec la promesse qu'il aura une chance de retourner dans son monde d'origine. Poussé par cette chance en or qu'il vient de recevoir, Baek commence à foncer agressivement pour atteindre sa cible, et peu de temps après, lui et l'un de ses camarades, Kim Yong-jin, qui est le sujet de test numéro 81, parviennent à retrouver ce sale type. La mort en face, le type exige de savoir pourquoi Baek s'en prend à lui. Le directeur explique comment Baek a réussi à atteindre la transcendance avec un corps humain, ce qui fait de lui un surhomme. Le directeur se vante que Baek est l'expérience la plus réussie du programme, et pour cette raison, il promet de donner à Baek tout ce qu'il veut ou désire. Cependant, Baek fait savoir au type qu'il n'est pas intéressé par ce qu'il propose alors qu'il se prépare à mettre fin à sa vie pathétique. Voyant à quel point Baek est sérieux, il se remet à crier, disant à Baek que tout ne se terminera pas avec sa mort. Il le menace en disant que la Ligue des entreprises pour laquelle il travaille ne pardonne jamais à ceux qui les ont contrariés. Il menace que les amis et la famille de Baek souffriront, mais Baek l'ignore et lui tranche la gorge, mettant fin à sa vie. Yong-jin hurle sur Baek pour avoir tué le type alors qu'il avait encore des choses à lui demander. Pendant que Yong-jin s'époumonne, Baek regarde la fenêtre de statut. À sa grande surprise, on l'informe que la mission est terminée, et on lui demande s'il souhaite retourner dans son monde d'origine. Les yeux de Baek s'illuminent d'espoir quand il réalise qu'il peut enfin retourner dans son monde au moment où il appuiera sur le bouton oui. Au moment où il s'apprête à appuyer sur le bouton, ses camarades morts lui apparaissent de nouveau, exigeant de savoir ce qu'il compte faire d'eux. Ils se mettent à le supplier de les venger en tuant toutes les personnes impliquées. Cependant, Baek est déjà fatigué de tout ça, et il sait qu'il n'aura peut-être pas d'autre chance de retourner dans son monde d'origine s'il manque celle-ci. Baek dit alors à Yong-jin qu'il est sur le point de retourner d'où il vient, mais Yong-jin suppose que Baek dit n'importe quoi, car ce n'est pas la première fois qu'il dit quelque chose comme ça. Avec un sourire aux lèvres, Baek dit à Yong-jin de s'excuser auprès des autres de sa part, et il appuie sur le bouton oui. Soudain, Baek se réveille dans sa chambre, et il réalise qu'il est peut-être vraiment de retour. Il prend son téléphone pour vérifier combien de temps s'est écoulé, mais à sa grande surprise, c'est l'heure exacte à laquelle il a été entraîné dans le jeu. Il commence à se demander si le temps ne s'est pas écoulé pendant qu'il était coincé dans l'autre monde. Il se regarde dans le miroir et voit que ses cicatrices et ses muscles ont tous disparu, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. Cependant, il se souvient clairement de tout ce qui s'est passé, ce qui le convainc que ce n'était pas un rêve. Il est persuadé que les 10 années qu'il a passées dans l'autre monde ne peuvent pas être un simple rêve. Il essaie de comprendre ce qui se passe quand il reçoit un appel d'une certaine Jun Neyon. Il ne se souvient pas vraiment de qui est cette personne, mais il sait que ce nom lui semble familier. Il répond à l'appel, et une voix de femme lui crie dessus de l'autre côté, demandant pourquoi Baek n'a pas répondu à ses SMS. Elle lui demande aussi si Baek a oublié leur plan pour ce soir. Baek est confus, et il lui demande ce qu'elle veut dire par là. Neyon répond alors qu'ils sont censés se voir ce soir. Elle promet alors de lui envoyer sa position, l'exhortant à venir rapidement. Après qu'elle a raccroché, Baek a réalisé que Neyon était en fait sa meilleure amie, et que c'était elle qui l'avait poussé à jouer au jeu. Baek commence à se demander si elle est derrière ce qui s'est passé, mais il en doute car il se souvient encore du genre de personne qu'est Neyon. Il décide de rencontrer Neyon pour pouvoir confirmer si elle est vraiment impliquée ou non.
Peu de temps après, Baek rencontre Neon qui est très excité de le voir. Apparemment, c'est leur première rencontre depuis que Baek a été admis. Neon lui demande alors s'il veut boire un verre, mais il refuse car il a peur de faire quelque chose de terrible s'il se saoule. Même Neon est surprise que Baek refuse un verre. Elle lui suggère alors de commander à manger à la place. Pendant qu'il mange, Neon lui demande s'il a essayé Reverse Planet, car il avait promis de faire au moins le tutoriel. Baek révèle alors qu'il a seulement pu créer son personnage, puis regarder l'introduction. Apparemment, c'est après avoir fait cela qu'il a été entraîné dans l'autre monde. Neon est choquée quand elle apprend que tout ce que Baek a fait, c'est regarder l'intro, et elle le gronde en disant qu'il n'a même pas joué au jeu. Cette déclaration énerve Baek car il a passé 10 ans en enfer à cause de ce maudit jeu. Alors qu'il est sur le point de perdre son calme, Neon continue de parler, révélant qu'elle était excitée quand Baek a promis d'essayer le jeu, car elle attendait déjà qu'il devienne un habitué de son stream. Neon se souvient que Baek était un joueur classé dans Coliseum, un autre jeu intéressant. Neon dit que les gens vont devenir fous s'il se montre sur son stream, vu qu'elle ne fait que commencer. Baek comprend enfin pourquoi Neon l'incitait à jouer au jeu. Baek demande alors à Neon s'il a promis de passer sur son stream, et elle répond qu'il a seulement dit qu'il pourrait apparaître une fois. Quand Baek rentre chez lui, il décide de vérifier l'origine du jeu, et il se rend compte qu'il a été développé dans la Silicon Valley, à San Francisco. Dès qu'il voit ça, il est découragé car il n'ira jamais en Amérique pour enquêter. De plus, tout le monde le prendra pour un fou s'il raconte comment il a été projeté dans un autre monde à cause d'un jeu. En même temps, Baek sait qu'il serait dangereux pour lui d'essayer de les défier. Et à cause de cela, Baek décide qu'il va simplement rester en retrait puisqu'il a réussi à s'échapper. Il décide de prendre du recul et de simplement profiter de la vie maintenant qu'il est de retour dans son monde d'origine. Le lendemain, Baek retourne à l'école pour essayer de vivre une vie normale. Baek est en classe quand il sent soudain la présence de ses camarades morts qui s'accrochent à lui et lui demandent s'il est vraiment retourné à la réalité qu'il désirait. La peur le saisit alors qu'il se retourne, mais à sa grande surprise, il n'y a rien. Alors qu'il est sur le point de se détendre, il réalise que toute la classe est remplie des fantômes de ses camarades qui réclament vengeance. En un rien de temps, toute la classe réalise que quelque chose ne va pas avec Baek. Baek se précipite hors de la classe pour essayer de se vider la tête. Soudain, il sent quelque chose le toucher par derrière. Il réagit frénétiquement à cause de son traumatisme. Et juste au moment où il s'apprête à porter un coup fatal, il se rend compte que la personne qui le touche est l'un de ses camarades de classe. Le type est surpris de voir ça, et il demande à Baek ce qui ne va pas chez lui. Baek s'excuse, disant au type qu'il a seulement été surpris. Plus tard dans la journée, Baek s'assoit sur un banc public pour réfléchir à sa vie compliquée. Pendant qu'il est là, les fantômes continuent d'apparaître, exhortant Baek à les venger. Soudain, Neon apparaît, lui demandant ce qui ne va pas, car il a l'air absolument terrifié. Baek répond qu'il ne se passe rien, et Neon décide de ne pas insister, mais elle l'encourage à lui parler s'il a besoin d'aide. Baek rentre alors chez lui en réalisant qu'il a lui-même ramené les fantômes à la réalité, et il comprend qu'il ne sera jamais libre tant qu'il ne les aura pas satisfaits. Comme il vit déjà un enfer dans le monde réel aussi, Baek décide de retourner dans l'autre monde et de mettre un terme à tout cela une bonne fois pour toutes. Sur ce, il remonte dans la capsule de jeu et se reconnecte au jeu. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans le hall du laboratoire de recherche, se demandant pourquoi il n'a pas atterri dans l'autre monde. Il est furieux qu'après avoir pris la décision de retourner dans cet autre monde, il ait été projeté dans le monde du jeu. Essayant de se calmer, il décide de faire d'abord le tutoriel, car il pourrait avoir la chance d'y retourner une fois terminé. Il sauvegarde les paramètres de son personnage, puis règle sa correction de combat à 0%, car il s'est battu dans l'autre monde sans correction de combat. On demande aussi à Baek s'il souhaite choisir sa capacité principale, qu'il peut évidemment changer à tout moment. En parlant de capacité, le jeu est conçu de telle manière qu'après avoir choisi une capacité principale, on peut renforcer son personnage grâce à des éléments. En même temps, la configuration de la puissance principale et des éléments d'un joueur est appelée un build. En fait, il y a une telle variété d'éléments dans le jeu que même dans la ligue professionnelle, il y avait des builders professionnels qui recherchaient minutieusement les builds. Baek se souvient que la raison pour laquelle il a pu atteindre le stade de méta-humain est grâce à une capacité particulière, et c'est la même qu'il a choisie à nouveau. Une fois cela fait, il est surpris de ne pas être jeté dans une pièce horrible. On lui dit ensuite de se rendre dans une certaine pièce où il trouve un robot appelé Etinel. Etinel est une machine à tuer développée pour arrêter ceux qui se sont éveillés et sont devenus fous pendant le projet Transcendance. La machine Etinel est si dangereuse et efficace qu'elle a déjà tué un grand nombre de sujets de test. Pour sa première mission, on lui dit de détruire Etinel qui se trouve devant lui en utilisant sa capacité. En regardant la machine de plus près, Baek se demande si c'est la première version du robot. Néanmoins, Baek ne veut pas s'en soucier car il a vu que les chercheurs commettent des actes inhumains où qu'ils soient. Avec cette idée en tête, Baek s'en prend avec colère à Etinel. Et même s'il a une capacité agaçante, Baek parvient à maîtriser facilement le robot car, au final, c'est toujours la première version. Après avoir mis Etinel en pièces, il est informé que le test est terminé. Pendant ce temps, les chercheurs effectuent leurs tests inhumains habituels. Soudain, l'alarme se déclenche, avertissant l'installation d'un intrus potentiel du gouvernement.
Une voix résonne bientôt dans le système de sonorisation, exhortant toutes les victimes opprimées enfermées dans le laboratoire à forcer leur sortie. Quand Beck entend cela, il se rend compte que la voix lui est familière, et juste à ce moment-là, on lui donne une autre quête, s'échapper de l'installation. Le chaos éclate immédiatement dans l'installation, tout s'effondre, et Beck prend la fuite. En courant dans les couloirs, il aperçoit un agent blessé travaillant pour le bureau de gestion dimensionnelle, et il comprend immédiatement qu'il n'est pas un ennemi. L'age blessé comprend également que Beck est une victime qui essaie de s'échapper. L'age dit alors à Beck qu'il peut l'aider. D'un simple clic sur son téléphone, il ouvre l'armurerie pour Beck. Il lui tend aussi son talkie-walkie, lui disant de communiquer avec une fois dehors pour que le bureau puisse le récupérer. À l'instant où il finit de dire cela, il meurt. Beck est finalement furieux, mais il parvient à se calmer en se disant qu'il essaie simplement de terminer un niveau dans le jeu. Brûlant de colère, il saisit une chincycle prêt à déchiqueter les étinelles. Pendant ce temps, il y a aussi une streameuse de jeu professionnelle qui vient d'arriver à l'installation, Kang Soyol. Apparemment, c'est sa première fois dans le jeu, et elle n'est pas impressionnée. Cependant, ses spectateurs la critiquent, lui disant qu'elle est juste mauvaise au jeu. Apparemment, elle n'a accepté de jouer au jeu que parce que beaucoup de ses spectateurs le lui ont demandé. Même si les choses ne s'annoncent pas bien pour elle, elle promet quand même à ses spectateurs qu'elle va dominer Reverse Planet. Après avoir parcouru les paramètres du personnage, elle conclut qu'elle doit choisir une capacité surpuissante qui l'aidera à dominer le jeu. Après avoir choisi sa prétendue capacité principale, elle règle sa correction de combat à 50%. En gros, c'est un système d'assistance qui aide le joueur avec la posture, les mouvements et l'utilisation des capacités en combat. Plus le pourcentage est élevé, plus le joueur recevra d'assistance. Cependant, ses spectateurs commencent à exiger qu'elle termine le niveau du tutoriel avec la correction de combat réglée à 0. Soyol y réfléchit une minute, se demandant s'il lui est possible de terminer le tutoriel sans aucune correction de combat. D'après les recherches qu'elle a faites, elle se souvient que personne n'a jamais réglé sa correction de combat à 0. Même si elle connaît déjà les jeux indépendants, Soyol ne pense pas avoir la moindre chance de terminer le niveau avec sa correction de combat à 0. Elle est sur le point de se décider quand un spectateur lui donne la quête de terminer le niveau du tutoriel avec une correction de combat à 0. Le spectateur rend l'offre alléchante en lui promettant 500 000 ainsi elle y parvient. L'argent change immédiatement sa position, et elle commence à dire que les vrais streamers essaient au moins une fois. Ses spectateurs ne reviennent pas de la vitesse à laquelle elle a changé Davis après avoir vu la somme d'argent proposée. Ils commencent à la traiter de cupide, mais Soyol s'en moque car elle vient de toucher le pactole. Quelques instants plus tard, Soyol se rend compte que le jeu n'est pas aussi facile qu'elle le pensait. Elle se fait tuer par un étinel qui lui a tendu une embuscade seulement 2 minutes après le début du jeu. Certains de ses spectateurs compatissent, lui disant qu'elle a bien essayé en tenant 2 minutes, car même les pros trouvent ça difficile. En gros, la plupart des spectateurs pensent que la quête n'a pas été créée pour que les gens battent l'étinel, c'est pourquoi ils croient qu'il est impossible de terminer le tutoriel sans correction de combat. Soyol comprend alors qu'il est temps de s'échapper de l'installation, puisqu'elle a terminé la mission de l'étinel. À ce moment-là, le système l'informe qu'une recherche de groupe automatique a commencé. En général, les groupes sont composés de 4 personnes. Et dès que Soyol voit cela, elle est ravie d'avoir la chance de terminer le niveau avec les membres de son groupe. Cependant, ses spectateurs ne sont pas impressionnés par le fait que Soyol essaie d'obtenir de l'aide pour terminer le niveau. Étonnamment, sa première tentative de recherche échoue, mais elle est désespérée et étend sa zone de recherche, car Reverse Planet est un jeu populaire qui devrait avoir beaucoup de joueurs connectés. Un de ses spectateurs lui dit alors que la recherche ne fonctionnera pas, car le système ne la mettra en relation qu'avec des personnes ayant le même pourcentage de correction de combat qu'elle. Et comme aucun idiot n'essaierait de terminer le niveau sans correction de combat, il n'y a aucune garantie qu'elle trouve quelqu'un. Soyol réalise enfin qu'elle est fichue, et ses spectateurs ne se retiennent pas de se moquer d'elle. Alors qu'elle s'apprête à annuler la mission par frustration, elle reçoit une notification lui indiquant que sa recherche de groupe a réussi. Soyol saute de joie lorsque le système l'informe qu'elle va rejoindre la mission du joueur trouvé, qui est de s'échapper de l'installation. En essayant de trouver son chemin vers Beck, elle est sous le choc de voir des étinels détruits partout. Même les spectateurs n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Certains supposent que le joueur est un pro, mais d'autres le contestent, disant que même les pros ne peuvent pas terminer le tutoriel sans correction de combat. De plus, il a réussi à détruire les étinels sans utiliser d'armes à feu. Au fond d'elle, Soyol est déjà excitée à l'idée de se faire carry. Exaltée, elle dit à ses spectateurs qu'il est temps pour elle d'aller chercher leur joueur mystère. Quelques instants plus tard, Soyol trouve Beck en train de décimer des étinels comme du papier de soie. Elle manque de se faire couper en 2 car Beck la prend pour une ennemie, mais il s'arrête à la dernière seconde. Beck retire son couteau, s'excusant d'avoir failli la tuer, car il avait supposé qu'elle était une ennemie. Comme Beck porte des vêtements de sujet de test, Soyol comprend que c'est bien la personne qu'elle cherche. Beck se retourne pour partir, mais elle l'arrête, lui disant qu'ils sont dans le même groupe. Elle se présente alors à Beck tout en mentionnant qu'elle est en train de streamer. Elle lui demande si ça ne le dérange pas qu'elle stream tout, mais elle l'assure que son visage n'apparaîtra pas, car le mode de protection des informations identifiables est activé.
Soyol est encore en train de jacasser à propos de tout ça quand Beck s'arrête soudainement. Avant que Soyol ne réalise ce qui se passe, Beck se rend compte qu'ils sont encerclés par des soldats venus pour les éliminer. Les balles commencent à fuser, et Soyol se couvre la tête en se demandant pourquoi le niveau du tutoriel est si difficile. Le temps qu'elle lève la tête, Beck est déjà en train de découper les gardes comme de la viande. Les spectateurs sont sous le choc car ils n'ont jamais vu quelqu'un manier la faucille enchaînée comme le fait Bayek. Soyol se cache à couvert, et sans aucun doute, elle voit bien que tout ce qui se passe n'a aucun sens, même si elle n'est qu'une nouvelle joueuse. Soyol demande alors à ses spectateurs si l'un d'eux connaît le type de capacité que Beck utilise. Pendant que les autres sont occupés à dire n'importe quoi, un spectateur parvient à deviner quel type de capacité Beck utilise. Il révèle qu'il n'existe qu'une seule capacité principale qui change la couleur des yeux d'un joueur et augmente ses capacités physiques, et cette capacité s'appelle l'être absolu. Soyol est choqué en entendant cela, car ses spectateurs lui avaient dit au départ que cette capacité était nulle. Ses spectateurs le confirment, disant à Soyol qu'ils sont aussi confus par ce qui se passe. En parlant de l'être absolu, c'est l'un des piliers des innombrables fonctionnalités de Reverse Planet. Cette capacité augmente considérablement les statistiques physiques et la résistance aux compétences, mais elle empêche le joueur d'utiliser lui-même des capacités. À cause des pénalités qui y sont attachées, les joueurs pensent que c'est une compétence inutile. Soyol est confuse, car elle trouve étrange de ne pas pouvoir utiliser de capacités dans un jeu où les capacités sont essentielles. En même temps, ses spectateurs continuent de discuter à quel point la compétence est nulle. L'un d'eux mentionne alors que le buff physique de la compétence pourrait être utile dans un combat sans correction de stats, et Soyol acquiesce passivement. Elle pense que Beck a renoncé à toutes ses capacités pour pouvoir tout miser sur les statistiques physiques. Cependant, le principal problème est que Beck est censé être au niveau 1, ce qui rend ses mouvements insensés un mystère. Quelques instants plus tard, Beck a fini de nettoyer le hall qui était autrefois rempli de gardes armés. Cependant, les fantômes qui le hantent lui font savoir qu'ils ne sont pas encore satisfaits et qu'ils veulent qu'il se déchaîne. Ils lui font savoir qu'ils attendent de lui une vengeance encore plus brutale. Beck est distrait par cela, c'est pourquoi il n'a pas remarqué qu'il restait encore un garde. Juste au moment où le garde s'apprête à tirer, Soyol arrive à la rescousse. Elle intervient et tire quelques coups de feu pour forcer le garde à se cacher, sauvant ainsi la vie de Beck. Le garde suppose qu'il est déjà en sécurité, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Soyol glisse comme une véritable figurine d'action pour l'éliminer d'un tir à bout portant dans la tête. Le garde s'écrase au sol, et Soyol se la joue cool en soufflant la fumée du canon de son arme, comme si c'était elle qui avait fait tout le travail. Certains de ses spectateurs ne perdent pas de temps à la critiquer, la traitant de kill-stealer pour avoir volé le dernier frag à Beck. Soyol sourit à Beck, lui demandant si elle a au moins été utile. Son visage et sa réaction rappellent à Beck une jeune femme, peut-être sa sœur, mais cette image est à nouveau submergée par les fantômes qui le hantent. Voyant que Soyul essaie de se culpabiliser, Beck lui fait savoir qu'elle a en fait été utile. Les spectateurs de Soyul sont impressionnés en voyant cela, car ils pensent que Beck est un type sympa qui ne cesse pas soucier que Soyul lui ait volé son kill. Soyol est heureuse d'entendre que Beck est d'accord avec ce qui s'est passé, et elle lui demande si elle peut continuer avec lui pour le reste de la mission. Comme on pouvait s'y attendre, Beck lui assure qu'elle est également libre de le faire. Alors qu'il continue dans le couloir du laboratoire, Beck se présente enfin à Soyol pour l'empêcher de l'appeler Hardcarry. Soyol se demande si Beck a donné son vrai nom. Soyol demande alors à Beck s'il a choisi être absolu comme première compétence principale, et Beck révèle que oui. Cela laisse les spectateurs sous le choc. Et tandis que certains débattent déjà de commencer à utiliser cette compétence, d'autres pensent qu'aucune personne ordinaire ne peut faire ce que Beck fait. Soyol demande alors à Beck s'il joue à d'autres jeux, car son temps de réaction pour esquiver les balles est incroyable. Beck est sur le point de répondre quand il se tait soudainement, et Soyol lui demande quel est le problème. Beck répond alors qu'il y a deux éternels à environ 20 mètres devant. Soyol est choqué d'entendre cela car Beck n'a pas de capacité de détection, mais il peut quand même identifier à quelle distance se trouvent les ennemis et combien ils sont. Beck dit alors à Soyol qu'il devrait continuer à avancer, l'assurant qu'elle n'a rien à craindre. Étonnamment, il tombe sur les étinelles, et Soyol ne revient pas que Beck avait réellement raison. En s'approchant des étinelles, Beck parle du jeu auquel il aimait jouer à l'époque, qui est Colosseum. Les étinelles l'attaquent, et Soyol lui dit encore de faire attention alors qu'il a déjà réagi aux attaques. Beck lance alors une contre-attaque massive pour écraser immédiatement l'un des étinelles contre le mur. Il s'attaque au second tout en révélant qu'il était un joueur classé lorsqu'il jouait à Colosseum. Beck réduit le second étinel en miettes, et la révélation qu'il était un joueur classé dans Colosseum explique enfin aux spectateurs pourquoi il est si fort. Même Soyol ne savait pas que Colosseum était si important, et les anciens dans le chat commencent à révéler que les joueurs pros de Colosseum sont surpuissants. En fait, il y a un joueur classé particulier, Batley, dans Colosseum qui est aussi surpuissant dans Reverse Planet. Quand Soyol entend cela, elle reste bouche bée car Batley est le plus grand joueur de la scène pro de Reverse Planet. Les spectateurs commencent à se demander si Beck a affronté Batley quand il était un joueur classé. Ils n'hésitent pas non plus à imaginer ce qui se passerait si Beck affrontait Batley sur la scène actuelle. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la mission finale du tutoriel qui consiste à vaincre le garde roux qui est le boss du tutoriel.
Beck est surpris quand il réalise que tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment n'était qu'un tutoriel. En fixant le boss du tutoriel, tout ce qu'il peut voir sont les fantômes de ses camarades réclamant justice. Le boss du tutoriel passe alors à l'action, mais Soit lui tire dessus plusieurs fois, visant à l'arrêter. Étonnamment, il y a une barrière autour du boss du tutoriel, qui finit par bloquer les balles. Les spectateurs de Seul se moquent d'elle parce qu'elle essaie de se sortir de toutes les situations en tirant. Effrayée à l'idée de mourir, elle bat en retraite et laisse tout à Beck. Beck se met alors en position de combat face au boss du tutoriel et déchaîne un barrage de coups visant à satisfaire les fantômes. D'un seul coup de poing puissant, Beck envoie le boss voler contre un mur, détruisant ainsi sa barrière. En colère, le boss du tutoriel active une compétence puissante dans le but d'éliminer Beck d'un seul coup de poing. Les spectateurs pensent que Beck va beaucoup souffrir s'il laisse le coup le toucher. Beck parvient à esquiver le premier coup, mais le boss transforme son bras en pic dans le but d'empaler Beck. Beck esquive à nouveau, mais c'est le mur qui subit les dégâts à la place. À ce stade, les spectateurs sont bouche bée car aucun d'entre eux n'a réussi à esquiver tous les coups du boss, même avec la correction de combat activée. Juste à ce moment, Beck réussit à placer un crochet du gauche sur le boss du tutoriel, le faisant tomber à genoux. Une fois le boss neutralisé, les fantômes réapparaissent, exhortant Beck à le mettre en pièces et à le tuer. La peur se lisant sur son visage, le boss du tutoriel commence à demander comment il est possible qu'un sujet de test soit aussi puissant. Beck répond alors que c'est entièrement grâce à lui. Sur ce, Beck écrase le boss du tutoriel, et il reçoit la notification qu'il a vaincu le chef de la sécurité du laboratoire. Soyul, qui observe de derrière, ne peut couvrir la bouche d'admiration. Même les spectateurs n'arrivent pas à croire ce dont ils viennent d'être témoins. Soyul suggère alors qu'ils partent puisqu'ils ont terminé, et Beck accepte. Au moment où ils sortent du laboratoire, ils reçoivent tous les deux la notification qu'ils ont terminé la mission du tutoriel. Beck reçoit un point de compétence en récompense pour avoir terminé la mission. Swal demande alors à Beck s'il va continuer la quête ce jour-là, mais il répond que non. Swal presse alors Beck d'attendre un peu car elle a quelque chose pour lui. Avant de révéler de quoi il s'agit, elle décide de mettre fin au stream. Et même si les spectateurs ne veulent pas que ce stream amusant se termine, ils n'ont pas le choix. Après avoir terminé le stream, Soyol demande à Beck s'il aimerait participer à ses streams quotidiens. Beck demande plus de détails, et Swal explique qu'elle joue les quêtes principales de Reverse Planet et fait parfois du joueur contre joueur. Elle assure à Beck qu'elle lui donnera un cachet important et qu'elle programmera le stream à sa convenance. Beck y réfléchit un instant avant de refuser l'offre. Rien qu'à son expression, Swal réalise qu'elle n'a aucune chance de convaincre Beck. À la place, elle lui demande si elle peut l'ajouter comme amie, ce qu'il accepte. Avant de se déconnecter du jeu, elle fait savoir à Beck que c'était amusant de jouer avec lui. Une fois que Swal a terminé, Beck commence à se demander pourquoi il n'est pas retourné dans l'autre monde puisque la mission du tutoriel est finie. À son insu, quelque chose d'énorme va se produire grâce à l'incroyable performance de jeu qu'il vient de montrer. Pendant ce temps, un gestionnaire de communauté prépare déjà un article pour qualifier Beck de hacker. Au même moment, le spectateur anonyme 62 a envoyé $3000 à Soyol comme cadeau pour Beck. Le lendemain matin, tout le bureau de la branche coréenne de Planet Earth, le développeur de Reverse Planet, était en plein chaos à cause d'un seul joueur, et c'était Beck. C'était essentiellement un événement sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. Ils ont regardé la rediffusion du gameplay de Beck encore et encore, et à chaque fois, ils ont été stupéfaits. À cause de cela, une rumeur circule déjà dans la communauté en ligne selon laquelle Beck utilise des hacks. En gros, il dépose plainte après plainte, affirmant que Beck utilise des hacks. Le chef d'équipe demande à ses collègues s'ils ont tout vérifié pour confirmer que Beck est clean, et ils lui font savoir que tout est en ordre pour Beck. Apparemment, ils ont tout vérifié, jusqu'au moment même de la création du personnage. Avec tout ce qu'ils ont vu, il n'y a aucune preuve de falsification ou d'utilisation de programmes externes. Ils ont mentionné avoir vu des hackers au fil des ans qui peuvent traverser les murs ou se déplacer comme un fantôme transparent, mais les mouvements de Beck les ont laissés complètement perplexes. Ils commencent à conclure que ce qu'ils ont vu était complètement impossible, car même les hacks ne peuvent pas donner le genre de précision que Beck avait. Pendant la discussion, l'un d'eux mentionne qu'il pourrait s'agir d'un nouveau hack dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant. Comme ils sont confus sur ce qui se passe, le chef d'équipe suggère qu'il procède à une vérification en bonne et due forme. Plus tard, Beck rencontre Neon, et c'est à ce moment-là qu'il apprend que la communauté en ligne est en plein chaos à cause de lui. En fait, les gens ont lancé un défi sans modification, mais personne n'a réussi à faire ce que Beck a fait. Neon révèle qu'elle a aussi été choquée en voyant la vidéo. Beck lui demande alors comment elle a pu le reconnaître car il portait un masque pour protéger son identité. Neon lui rappelle qu'il a mentionné son nom, et qu'elle a aussi reconnu son style de combat. Neon admet que les mouvements de Beck étaient déments. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont certainement croire qu'il triche. Beck répond qu'il comprend enfin pourquoi il a été contacté. Neon devient immédiatement curieuse, demandant à Beck qui l'a contacté. Elle panique en apprenant que c'est Planet Earth qui l'a contacté pour mener une enquête en bonne et due forme afin de savoir s'il triche ou non. Beck révèle qu'il a en fait reçu le message via Swal. Neon fait savoir à Beck que l'intervention de l'entreprise elle-même dans la situation va attirer beaucoup d'attention. Elle demande alors à Beck s'il a l'intention de se soumettre à l'enquête.
Beck répond alors qu'il va le faire. C'est parce qu'il sait que c'est peut-être sa seule chance de s'infiltrer et de découvrir ce qui se passe exactement. Néon salue sa décision, lui disant qu'il vaut mieux qu'il clarifie la situation plutôt que d'être qualifié de hacker partout où il va. Beck répond qu'il ne s'en soucie pas vraiment, mais qu'il va quand même le faire. De plus, il ne pense pas que les gens le reconnaîtront, car il n'a pas montré son visage pendant tout le stream. Néon lui fait alors savoir que même s'il a une apparence différente, son style de combat reste unique. Elle ajoute que même les pros ne se battent pas sans compétences comme le fait Beck. Elle mentionne que l'identité des pros est généralement divulguée à cause de leur style de combat. Beck est surpris d'entendre à quel point les gens sont obsessionnels. Néon dit alors à Beck que c'est une bonne chose qu'il poursuive l'enquête, car sinon, c'est Swal qui se serait fait lyncher pour ça. Beck est surpris d'entendre ça car Swal ne la connaît même pas, mais Néon lui dit que la foule s'en fiche complètement. Elle révèle qu'ils vont d'abord s'en prendre à lui, mais qu'ils vont tout faire retomber sur l'innocente Swal. Réalisant à quel point la situation est délicate, Beck envoie un message à Swal pour lui dire qu'il va coopérer à l'enquête. Swal est aux anges quand elle reçoit le message, car elle sait que son audience va monter en flèche avec le buzz généré par la participation de Beck. Sans perdre de temps, Swal envoie un message à ses spectateurs concernant un prochain stream pour laver le nom de Beck. 4 jours plus tard, Beck retrouve Swal dans le jeu. Swal s'excuse pour le stress que Beck subit à cause d'elle, mais il lui assure qu'il ne s'en fait pas. Beck demande alors à Swal si elle ne le suspecte pas. Swal répond qu'elle a vu ses mouvements ce jour-là, et d'après ce qu'elle a vu, elle estime que les accusations des gens sont peu fondées. Au fond d'elle, Swal voyait bien que Beck ressemblait à un tueur dérangé, et qu'un hacker n'aurait jamais eu ce genre d'expression. Au lieu de lui dire ça, Swal lui dit simplement qu'elle suit son instinct. Avec la permission de Beck, Swal lance alors le stream. Les spectateurs sont tous excités dès que Swal se connecte car ils attendaient tous ce moment. Ils attendent tous de voir si Beck triche vraiment, mais certains promettent de rester neutres jusqu'à la fin de l'enquête. Swal manque de perdre la tête quand son nombre de spectateurs atteint 10 000 en à peine une minute. Cela lui montre à quel point les gens veulent en savoir plus sur Beck et s'il triche vraiment. La caméra se tourne vers Beck et il se présente, mais la plupart des gens sur le stream lui sont hostiles car ils ont tous conclu qu'il triche. Swal a dû leur dire de se calmer, sinon elle désactiverait le chat. Swal demande alors à Beck ce qu'il pense de toute cette affaire, et il répond qu'il trouve toute cette accusation totalement ridicule. Dire cela ne fait qu'énerver davantage certains spectateurs qui pensent qu'il fait semblant. Swal révèle alors qu'ils ont invité un invité spécial pour la vérification, et à ce moment-là, ladite personne apparaît. Le type se présente alors comme Park Jemien, et il est le directeur de l'équipe des opérations de Planet Earth en Corée. Les spectateurs sont surpris de voir qu'un directeur des opérations a été invité sur le stream juste pour prouver que Beck ne trichait pas. De son côté, Beck pense déjà à interroger le type après tout le processus de vérification, car il est convaincu qu'il sait quelque chose. En même temps, Park est très intéressé par ce qui ressortira du processus de vérification. Une fois les salutations terminées, Park leur dit de le suivre jusqu'à la zone de vérification. Park les conduit alors à une salle d'entraînement privée, que les joueurs utilisent pour pratiquer leurs compétences ou le combat. Park mentionne qu'ils vont effectuer plusieurs tests de combat pour vérifier l'aide de programmes externes. Avant de commencer, Park demande à Beck s'il consent au test, et Beck dit oui. Avec l'approbation de Beck, Park dévoile un nouveau type de bot, un bot de niveau intermédiaire. C'est un choc pour les spectateurs, car le bot de niveau intermédiaire est bien plus fort que les Edinals du niveau tutoriel, et il pense qu'il est impossible pour Beck de vaincre une telle chose. Park dit à Beck qu'ils vont commencer avec le bot d'entraînement de niveau intermédiaire. Au fond de lui, les fantômes de Beck sont déjà actifs, et Beck est devenu un chien enragé. Avant même que Park ait pu finir de donner le feu vert, Beck s'était déjà jeté sur le bot. Il écrase le bot si violemment que les spectateurs se demandent comment il a pu faire ça à un bot de niveau intermédiaire. Quand Beck en a fini avec le bot, les spectateurs en viennent à plaindre le robot. Park fixe la tablette d'analyse dans ses mains, et il voit clairement qu'il n'y a aucune trace de triche dans ce qui vient de se passer. Beck lâche enfin le bot pour dire à Park qu'il a terminé. Park voit bien que le bot est démantelé, il sait donc qu'il a terminé, et il dit à Beck qu'ils n'ont pu détecter aucun programme externe pendant le combat. Il prétend alors que la durée de la vérification était trop courte, et il demande à Beck s'il serait prêt à se battre selon la méthode qu'ils spécifieront. Beck dit oui, et il sait qu'il essaie de déterminer s'il n'utilise pas un cheat de pilote automatique. En parlant de cheat de pilote automatique, il s'agit fondamentalement d'un système de contrôle par proxy géré par un programme. À cause de cela, il ne peut pas effectuer le combat exactement comme l'utilisateur le souhaite. Cela signifie que si l'on décide à l'avance comment on va gagner le combat et qu'on se bat selon ce plan, on peut prouver qu'on ne triche pas. Park dit alors à Beck qu'il devra trancher la tête de 3 bots d'entraînement intermédiaire avec sa faucille chaîne, et Beck accepte. Park est surpris que Beck ait accepté, même si c'est complètement désavantageux pour lui. Sans perdre de temps, les bots sont lâchés, et leur première attaque coordonnée force Beck à sauter en arrière pour esquiver. Cependant, sa contre-attaque arrache la tête des bots d'un seul coup. Pendant que Park regarde, confus et incrédule, Swal se réjouit car tout se déroule en sa faveur. Même les spectateurs sont sous le choc, et certains pensent que la faucille chaîne est buggée. Mais d'autres ne sont pas d'accord, car ils savent que seul le manieur peut révéler le vrai potentiel d'une arme.
Même à ce stade, Park sait qu'il a recueilli suffisamment de données pour la vérification. Mais au fond de lui, Park veut savoir si Beck peut gagner contre le bot d'entraînement de niveau avancé avec une seule compétence de base. Même s'il est bien conscient d'être gourmand, il veut quand même savoir. Park dit alors à Beck qu'il y a un dernier test. À ce moment-là, un bot effrayant apparaît dans la salle d'entraînement. Les spectateurs sont surpris et furieux que Park dépasse les bornes. Cependant, ils savent aussi que l'organisation n'aura d'autre choix que de reconnaître Beck s'il parvient à gagner contre le bot. Le bot avancé est assez dangereux car c'est la version ultérieure et améliorée des Etna, mais voir le bot ne fait qu'augmenter la soif de sang de Beck. Beck peut aussi voir le bot lui adresser un sourire narquois agaçant, ce qui accroît son envie d'en finir avec le bot. Le bot fait alors le premier pas en se jetant sur Beck, déchaînant une série de coups effrayants. Beck parvient à tous les esquiver, et il admet que le bot est assez dangereux. De plus, il réussit à porter un coup, ce qui l'aide à évaluer la dureté du corps du bot. Voyant qu'il ne peut pas endommager le bot, Beck en arrive à la conclusion qu'il va simplement le rouer de coups jusqu'à ce que les dégâts s'accumulent. Tous ceux qui regardent sont incrédules alors que Beck se déplace autour du bot tout en lui assénant des coups fatals. Park reste abasourdi, car il ne s'attendait pas à ce que le bot soit en train de perdre alors qu'il semblait avoir le dessus plus tôt. Réalisant que Beck va simplement achever le bot si les choses continuent ainsi, Park met rapidement fin à la session, disant à Beck qu'il a recueilli assez de données pour la vérification. Swal demande alors à Park ce que dit le résultat, et Park répond subtilement qu'avec tout ça, il a été confirmé qu'aucun programme externe n'est impliqué. Pour le dire simplement, Park met les choses au clair en disant que Beck n'est pas un hacker. Le chaos éclate parmi les spectateurs quand ils entendent cela. Certains ne veulent toujours pas croire que Beck ne triche pas, mais ils n'ont pas le choix puisque l'admin vient de clarifier la situation. Même la publication qu'il accusait d'être un hacker a été retirée. Swal demande alors fièrement à ses spectateurs s'il y a encore quelqu'un qui doute de Beck ou qui croit qu'il triche. Ses spectateurs répondent à l'unisson qu'ils ne doutent plus de lui. Il s'avère que Beck s'était déjà fait un nom célèbre, Axical, à cause de toute cette controverse. Telle une mère fière, Swal dit à ses abonnés de ne jamais oublier que Beck n'est pas un hacker, mais un joueur qui possède une maîtrise mécanique comparable à un hack. Swal demande alors à Beck de dire aux gens ce qu'il ressent, et il répond simplement « Bon travail, tout le monde ». La vérification étant terminée, Swal décide de mettre fin au stream, et avant de le faire, elle a réussi à rassembler plus de 100 000 spectateurs. Swal remercie Beck d'avoir accepté de participer à son stream, et Park remercie également Beck d'avoir volontairement accepté la demande de vérification de l'entreprise. Beck lui fait savoir que ce n'était pas grand-chose. Au moment où Park s'apprête à partir, Beck l'arrête, lui disant qu'il a une chose à lui demander. Beck lui demande alors si le jeu a déjà connu un bug ou quelqu'un serait resté coincé dans le jeu pendant très longtemps. Park dit alors à Beck qu'il n'a jamais entendu parler d'une chose pareille, car si c'était arrivé, le jeu ne serait pas aussi populaire qu'il l'est. Beck est d'accord avec lui, et une fois qu'ils ont terminé, Park se déconnecte du jeu. Après son départ, Swal demande à Beck si elle peut le contacter plus tard, car elle prévoit de partager les revenus du stream avec lui. Beck répond alors que Swal peut l'appeler quand elle veut. Au fond d'elle, Swal sait qu'elle ne peut pas laisser Beck partir si facilement, car il est une véritable mine à clips. Swal sait qu'elle ne peut pas demander à Beck de revenir sur son stream, car il n'a accepté cette fois que parce qu'il avait besoin de clarifier la situation. Pour ne pas gâcher leur relation, Swal décide de prendre du recul, et elle dit à Beck qu'elle l'appellera la prochaine fois. Après le départ de Swal, Beck exprime sa déception de ne pas avoir pu obtenir toutes les informations dont il avait besoin. À ce moment-là, il reçoit un message de Néon lui disant qu'elle va le retrouver dans la salle de préparation au combat. Quelques instants plus tard, il se retrouve dans la salle de préparation, et Néon lui demande comment s'est passé le stream, car la communauté est en folie. Beck répond que ce mode de vie ne lui convient pas, car il devrait garder un œil sur ce que disent les spectateurs pendant qu'il joue. Néon saisit immédiatement cette occasion pour glisser son plan. Elle demande à Beck s'il préférerait jouer au jeu sans se soucier des spectateurs. Elle promet de tout organiser, et elle presse Beck de prendre sa décision après avoir essayé. Au fond, Beck n'est même pas intéressé par le streaming, mais il ne le dit pas encore à Néon. Néon suggère alors qu'il se lance dans un peu d'action joueur contre joueur. C'est un mode de jeu où les joueurs s'affrontent, et c'est l'un des deux plus grands modes de jeu de Reverse Planet avec le mode joueur contre environnement. Beck est surpris d'entendre ça, et il demande à Néon si c'est pour ça qu'elle l'a appelé dans la salle de préparation. Néon confirme, disant qu'il est hors de question que Beck parte sans jouer à Reverse Planet avec elle. Beck répond qu'en général il n'aime pas le jeu, mais Néon l'exhorte à ne pas juger juste après avoir joué au tutoriel. Elle lui assure que le JCJ est le contenu principal de Reverse Planet. Beck se souvient que le mode histoire, JCE, est similaire à l'autre monde, mais tout dans le JCJ semble nouveau. Réalisant qu'il pourrait y avoir quelque chose de différent en dehors du mode histoire, Beck accepte. Néon est heureuse d'entendre ça, et elle propose de lui expliquer le mode de jeu. Le premier type est l'affrontement où un joueur affronte des adversaires correspondants. Il y a deux modes, le 1 contre 1 et le 2 contre 2. Au final, le premier à 3 victoires remporte le match. Il y a aussi le mode guerre, qui permet aux joueurs de choisir un mode de jeu et de combattre dans une équipe de 5. Néon mentionne ensuite que le mode auquel ils vont jouer est le Battle Royale.
C'est un mode qui oppose 100 personnes à travers plusieurs zones. Comme c'est la première fois de Beck, Neon suggère qu'il joue en équipe. Elle dit ensuite à Beck qu'il aura besoin d'un build pour jouer en JCJ, et qu'elle peut lui en recommander un. Beck répond que ce n'est pas la peine car il en connaît déjà un bon. C'est essentiellement un build qui lui a valu le titre de surhumain dans l'autre monde. Beck dit à Neon qu'elle peut se connecter pendant qu'il prépare son build, et elle accepte. Une fois qu'il a terminé, Neon suggère de commencer à la base militaire où l'équipement de haut rang est rassemblé. Comme les joueurs de haut niveau affluent dans cette zone, ce n'est généralement pas un bon endroit pour les débutants. Neon demande alors avec enthousiasme à Beck si elle peut enregistrer le match pour le mettre sur YouTube, et Beck accepte en se demandant pourquoi Neon est si excitée. Neon est la première à se connecter, et Beck suit juste après. Il se retrouve dans le couloir du 3e étage et le premier type qu'il croise subit la mort la plus surprenante. L'annonce retentit, et Neon est surprise que Beck ait déjà fait une élimination. En un rien de temps, Beck a accumulé un tas d'éliminations, laissant Neon totalement incrédule. En un rien de temps, Beck a nettoyé toute une zone, ce qui le surprend encore plus. Croyant qu'il a fini de farmer, il décide qu'il est temps de partir. Soudain, il reçoit un appel de Neon qui demande de l'aide car elle est encerclée. Beck vérifie rapidement la carte pour voir où elle se trouve. Il se rend compte que c'est loin, mais il lui fait quand même savoir qu'il est en route. Il lui demande où elle se trouve dans le bâtiment, et elle répond qu'elle est sur le toit du 3e étage. Cependant, elle exhorte Beck à être prudent car elle pense qu'il y a quelqu'un à chaque étage en dessous d'elle. Quelques instants plus tard, Beck arrive au bâtiment, et il fonce sur les joueurs, ne leur laissant pratiquement aucune chance. L'un des joueurs voit son camarade se faire éliminer juste devant lui, ce qui le laisse tremblant de peur. Il commence à se demander si Beck utilise un build de dextérité parmi les builds de type physique. Le joueur met alors tout ce qu'il a dans sa prochaine attaque en déclenchant une explosion massive pour essayer d'avoir Beck. Cependant, Beck saute dans les airs pour esquiver, et la fois suivante où le joueur le voit, Beck est déjà sur lui. Il hurle quand il réalise qu'il est fichu, et Beck lui tranche la gorge avec sa dague. Après cela, Beck continue de déchaîner sa terreur sur les autres joueurs qu'il rencontre en chemin. Au moment où il arrive à la porte du bâtiment, il prévient Neon. Neon est surprise d'entendre ça, et elle demande si elle doit descendre, mais Beck l'exhorte à rester où elle est. Avant d'ouvrir la porte, Beck devine déjà qu'il y a 5 joueurs qui l'attendent en embuscade. Gardant cela à l'esprit, il entre dans la pièce avec une contre-attaque calculée en tête. Le premier type fonce sur lui depuis derrière la porte, mais Beck est plus que prêt. Beck arrête facilement le type en attrapant son couteau puis en lui assénant un coup fatal à la poitrine pour l'achever. Beck comprend alors qu'il doit être rapide s'il veut rejoindre Neon. Sans hésitation, Beck se précipite dans le bâtiment et élimine un tas de joueurs en chemin. Neon peut voir toutes les actions de Beck, et elle n'arrive pas à croire qu'il s'occupe seul des joueurs. Soudain, Neon sent une présence derrière elle, et elle réagit de la manière la plus rapide qui soit. Elle lance une contre-attaque et manque de peu de trancher Beck avant de réaliser que c'était lui. Neon est surprise de voir Beck arriver jusqu'à elle si vite. En même temps, Beck ne pense même pas que Neon ait besoin de son aide car elle a l'air de quelqu'un qui peut se débrouiller seul. Maintenant qu'ils sont ensemble, Neon dit à Beck qu'elle va aussi devenir sérieuse car elle ne veut pas que Beck s'attribue tout le mérite. Peu de temps après, les deux terminent la partie et en sortent vainqueurs. Beck enregistre 25 éliminations et 7 passes décisives, tandis que Neon a 7 éliminations et 15 passes décisives. Après cela, ils ont rejoué plusieurs fois, et à chaque fois, les deux ont gagné, Beck ayant le plus d'éliminations. À la fin, Neon exprime son choc d'avoir pu gagner 10 fois d'affilée. Elle suggère qu'il arrête de jouer pour la journée car elle est déjà fatiguée, et Beck est d'accord. Au fond d'elle, Neon cherche déjà des moyens d'avoir Beck sur son stream car c'est une folle machine à tuer. Neon demande alors à Beck s'il peut attendre 2 jours sans faire ses missions principales car elle lui apportera une offre officielle d'ici là. Beck répond alors qu'il n'est vraiment pas intéressé. De plus, il ne se soucie même pas de la mission principale. Neon est têtue, elle exhorte Beck à l'écouter car elle va lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Sur ce, Neon se déconnecte du jeu, et Beck exprime sa déception de n'avoir pu obtenir aucun indice du mode JCJ non plus. Ce soir-là, on voit Swal se rouler sur son lit tellement son stream a été un succès. Elle est si excitée qu'elle commence à penser à faire plus de streams avec Beck. Cependant, le problème est que Beck a déjà refusé son offre. Swal décide alors qu'il est temps de donner sa part à Beck. Elle calcule ensuite combien ils ont gagné, et elle perd presque la tête en voyant le montant fou. Le lendemain, Neon convoque Beck à une autre réunion. Neon montre à Beck un PowerPoint qu'elle a préparé toute la nuit pour tenter de persuader Beck de changer Davis. Elle a conçu la couverture en forme de chat, et Beck n'arrive pas à croire que c'est ce que Neon a fait toute la nuit. Neon utilise alors les propres mots de Beck contre lui. Puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas se préoccuper de ce que dit le chat, Neon suggère qu'il en fasse une émission de télé-réalité. Beck est confus, et Neon explique que c'est un format où plusieurs participants se réunissent en studio pour regarder les séquences enregistrées des autres participants. Neon dit à Beck qu'il sera celui qui jouera au jeu pendant qu'elle s'occupera de la communication. Elle assure à Beck qu'il est libre de faire appel à des commentateurs professionnels si elle pense qu'elle seule ne suffit pas. Neon mentionne que les bénéfices seront répartis à 60-40, ce qu'elle considère comme une très bonne affaire. Même avec toutes ces explications, Beck maintient sa position en disant qu'il n'est pas intéressé.
Cependant, Neon n'est pas prête à abandonner et essaie de parler à Beck de l'argent qui peut être gagné grâce au streaming. Elle lui demande ensuite s'il a reçu sa part de Swal. C'est à ce moment-là que Beck se souvient qu'il a reçu un email de Swal ce matin-là, mais il ne l'a pas vérifié parce que Neon l'a appelé. Beck décide d'ouvrir le mail en présence de Neon. Et quand il vérifie, Neon s'évanouit presque en réalisant que la première part de Beck est de 6 millions 1. Dans le message, Swal dit aussi à Beck qu'elle a reçu un message de don amusant, et qu'elle l'a partagé avec lui. Pendant que Neon panique à propos de l'argent, Beck se demande quel est ce message. Beck ouvre alors le message, et c'est là que sa réaction change. Il s'avère qu'un spectateur anonyme 62 a fait des dons d'argent avec un message joint. Le premier est pour dire à Beck que c'est bon de le revoir. Le deuxième message demande à Beck ce que ça lui fait de revenir à la réalité. Il ajoute aussi qu'il a une mission spéciale pour lui et qu'il aimerait le voir chaque fois qu'il stream. C'est là que Beck réalise que la personne qu'il recherche sait qu'il est de retour. De plus, le pseudonyme 62 indique qu'il sait qui il est. Beck ne put contenir sa réaction et sauta de sa chaise, se demandant qui était cette personne. Beck demande immédiatement à Neon s'il y a un moyen de trouver des informations sur le donateur. Neon est surprise que Beck s'y intéresse, mais elle lui fait savoir qu'il ne découvrira probablement pas de qui il s'agit à cause des lois sur la confidentialité. Neon ajoute que Beck ne pourrait même pas envoyer de message à la personne à moins de communiquer avec elle pendant le stream. Sans hésitation, Beck dit à Neon qu'il veut commencer à streamer. Cela fait de Neon la fille la plus heureuse du monde, et elle dit à Beck qu'il ne peut pas revenir sur sa parole. Sans perdre de temps, Neon publie l'information sur sa plateforme, informant les joueurs que Beck commencera à streamer dans les jours à venir. Le vendredi soir, les joueurs et les soi-disant geeks sont déjà scotchés à leurs écrans dans l'attente d'un seul événement, le stream de Beck, plus connu sous le nom de Axical. 5 minutes avant le début du jeu, Neon est très nerveuse, mais son co-présentateur et commentateur, Cha Seung-chul, essaie de la calmer, lui rappelant qu'ils l'ont répété plusieurs fois et que tout devrait bien se passer. Seung-chul exprime son choc que Neon ait réussi à le faire revenir sur le stream. Apparemment, Seung-chul n'a accepté d'apparaître dans l'émission que lorsqu'il a appris que Beck et Neon sont amis. Une fois Neon calmé, elle lance le stream et il souhaite la bienvenue aux spectateurs. Sans perdre de temps, les spectateurs demandent déjà à voir Beck. Neon admet qu'elle peut comprendre leur frustration de ne pas voir Beck tout de suite, mais elle leur assure qu'ils ne seront pas déçus car Beck est déjà dans le jeu et attend. Au moment où il pose les yeux sur Beck, le chat s'emballe. Neon annonce alors aux spectateurs que l'émission va se dérouler sous la forme d'une émission de télé-réalité. En gros, ils vont commenter pendant qu'ils regarderont Beck jouer au jeu. Comme ils sont tous curieux de savoir comment Beck joue à Reverse Planet, elle leur dit qu'il est temps de le découvrir. Une fois que tout est prêt, Neon contacte Beck pour lui dire que c'est l'heure. La première mission que Beck reçoit vient du bureau de gestion, et on lui ordonne de secourir des survivants pour qu'ils puissent s'échapper de la forêt en toute sécurité. Cependant, la mission principale est qu'ils rejoignent le bureau de gestion de l'autre monde. Il doit passer à travers les gardes pour atteindre le bureau. Beck réalise que c'est la même chose que la dernière fois. Il se souvient que dans l'autre monde, il se concentrait sur sa fuite, mais cette fois-ci, c'est totalement différent. À ce moment-là, Beck pousse un grand cri pour attirer tous les gardes de la zone. Dès que les gardes repèrent sa position, ils se rassemblent pour lui sauter dessus. Sans qu'il le sache, Beck a l'intention de tous les tuer, et ses fantômes et Y encouragent déjà. Beck sort immédiatement le chien-cycle et commence à décimer les gardes. Même leurs armes s'avèrent inutiles alors que Beck déchaîne sa fureur sur eux. Deux essaient de lui sauter dessus par les côtés, mais il les attrape avec le chien-cycle et les achève. Sans verser une goutte de sueur, Beck ridiculise les gardes en les massacrant. Même Neon et Seung-chul sont sous le choc car ce n'est pas le jeu qu'ils connaissent. Seung-chul avoue qu'il n'a jamais vu un joueur comme Beck depuis qu'il a commencé sa carrière de commentateur de Reverse Planet. Seung-chul dit que Beck n'a pas de stratégie, et qu'il a simplement rassemblé tous les ennemis pour les décimer. Même les spectateurs sont tous impressionnés par la façon dont Beck n'a pas perdu de temps à chercher les gardes, mais les a fait venir à lui. Un des spectateurs fait alors un don de 50 000 wons, en disant à quel point la compétence, être absolue, est abusée car elle ne semble pas avoir de temps de recharge. Neon demande alors à Seung-chul ce qu'il pense de la compétence, être absolue. Seung-chul explique que, être absolu, n'est pas aussi surpuissant qu'il le pense, car la plupart des compétences ont leur propre temps de recharge unique. De ce fait, il pourrait sembler que le build de Beck est trop surpuissant grâce à la façon dont il l'utilise. Cependant, être absolu n'améliore que les capacités physiques de l'utilisateur, mais n'affecte pas l'intelligence au combat ou la maîtrise des armes. En plus de cela, Seung-chul mentionne que Beck n'utilise même aucun buff. Seung-chul donne alors sa conclusion, révélant qu'avec tout ce qu'il a vu, il pourrait affirmer catégoriquement que Beck serait capable de se battre de cette manière dans la vie réelle s'il possédait les mêmes capacités physiques. Pour le dire simplement, seul Beck peut révéler le véritable potentiel d'être absolu. Quelques instants plus tard, Beck tombe sur des agents du bureau, et il l'encercle immédiatement, croyant qu'il est un ennemi. Le chef d'équipe se présente comme étant Kim Chul et somme Beck de lâcher son arme. En parlant du bureau de gestion de l'autre monde, c'est une agence gouvernementale qui élimine les entités envahissantes qui apparaissent depuis des portails dimensionnels.
Sa tâche principale est de piéger et d'éliminer les dangereuses entités envahissantes à l'intérieur du monde inversé où les dimensions se mélangent. Beck lève alors la main, et il semble qu'il connaisse Kim Chul, qui était directeur à l'époque. En y regardant de plus près, Chul réalise que Beck porte la tenue du laboratoire, ce qui signifie qu'il est une victime. Chul s'excuse alors de l'avoir pris pour un ennemi. Chul remarque aussi le Talkie-Walkie dans ses mains, et Beck révèle qu'il lui a été donné par un agent à l'intérieur du laboratoire. Kim Chul exprime sa tristesse que l'âge soit mort, et Beck réalise que Kim est tel qu'il se souvenait de lui dans l'autre monde. Kim dit alors à Beck qu'il devra rester au bureau de gestion de l'autre monde jusqu'à ce qu'il ait confirmé son identité, car il y a des cas où le personnel du laboratoire se fait passer pour des victimes. Beck assure à Kim qu'il n'a aucune objection à cela, et Kim retire ses hommes de la forêt. Avec cela, Beck accomplit sa mission de rejoindre le bureau de gestion de l'autre monde, ce qui lui vaut finalement une montée de niveau et un point de capacité. Au quartier général du bureau de gestion de l'autre monde, Beck est laissé dans la salle de conseil qu'il ne pensait jamais revoir. Beck se souvient que dans l'autre monde, il a réussi à rassembler des fonds pour sa vengeance en acceptant des requêtes d'une certaine entreprise après s'être échappé du laboratoire. Il a accepté plusieurs requêtes, mais la plus importante était l'assujettissement des monstres de Rivers Planet. Cette entreprise en question lui ordonnait de nettoyer Rivers Planet à la recherche de butin de guerre, et cela l'a généralement amené à avoir affaire au bureau à plusieurs reprises. Apparemment, il y a eu des moments où ils ont coopéré sur des missions d'assujettissement, mais il y a aussi eu des moments où des conflits ont éclaté et ils ont fini par pointer leurs lames l'un sur l'autre. Quelques instants plus tard, une femme entre dans la pièce et se présente comme étant Li Yujin, affiliée à la première équipe du bureau. Dès que les spectateurs la voient, ils commencent à parler de sa beauté. En gros, elle est considérée comme l'une des plus belles femmes du jeu. Yujin s'assoit alors avec Beck pour lui dire qu'il a deux choix. Le premier choix est de vivre comme une personne normale sous la protection du bureau, et dans ce cas, l'utilisation de sa capacité sera strictement interdite. La deuxième option est de s'affilier au bureau. S'il choisit cette option, il agira en tant qu'agent officiel. Après un entraînement de base, il sera envoyé en mission dès que le bureau jugera qu'il est prêt. Beck se souvient qu'il a déjà tué un agent du bureau dans l'autre monde, mais maintenant on lui demande de devenir leur allié. Yujin demande alors à Beck quelle option il va choisir. Beck prend alors un moment pour y réfléchir. Il réalise que s'il choisit la vie civile, il finira simplement par accepter des contrats d'entreprise, tout comme dans l'autre monde. Et comme il ne veut pas reprendre ce chemin, il ne pense pas que ce soit la meilleure option pour lui. De plus, il a toujours été curieux des affaires internes du bureau. Sur ce, Beck dit à Eugène qu'il va devenir l'un de leurs agents. Eugène est heureuse d'entendre cela, et elle dit à Beck qu'il a pris la bonne décision car les rejoindre leur sera d'une grande aide. Eugène mentionne que les corporations ont recruté les éveillés ces derniers temps, ce qui les a laissés en manque d'effectifs. Eugène essaie de vanter les mérites du bureau tout en dénigrant les corporations. Elle mentionne que le bureau est une organisation avec une longue histoire, et qu'il possède une connaissance approfondie de l'entraînement des éveillés et de la soumission du monde inversé. Elle admet que la Ligue des entreprises offre de meilleures récompenses, mais leurs missions sont toujours plus dangereuses. Beck le sait car dans l'autre monde, de nombreux éveillés ont perdu la vie en exécutant les requêtes de la corporation. En fait, il y a eu des situations où ils ont refusé de payer Beck, et il a dû utiliser la force pour qu'il lui donne son argent. Ils ont découvert plus tard qu'il était un éveillé non enregistré, et il a fini par être pourchassé par le bureau pendant un petit moment. C'est après cela qu'il a rencontré Kim Chul. Jin lui donne alors un téléphone de bureau, lui disant qu'après avoir terminé sa formation, ils confirmeront son identité et il sera promu. Elle ajoute que c'est à ce moment-là que son équipe sera également décidée. Eugène lui dit sans aucune honte qu'elle souhaite qu'il soit affecté à l'équipe car c'est son équipe. Beck assure à Eugène que c'est aussi son souhait. Apparemment, Beck se sent redevable envers Eugène à cause de l'autre monde. Il s'avère que c'est Yujin qui a mené le raid sur le laboratoire, ce qui lui a donné une chance de survivre. Une fois leur conversation terminée, les deux finissent par se serrer la main. Néon est choqué en voyant cela car il est très étrange que des PNJ aient des conversations aussi naturelles. Même Sung Chul se demande comment cela est possible. Yujin n'a posé à Néon que des questions programmées quand elle a joué, c'est pourquoi elle est très surprise. Sung Chul mentionne alors que Yujin semble être une IA entièrement adaptative. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une IA entièrement adaptative, c'est un PNJ qui peut répondre pleinement à n'importe quelle situation ou demande. Contrairement aux PNJ existants, elle peut aussi communiquer librement et de manière fluide. C'est essentiellement un programme qui consomme trop de ressources, ce que certains pensent ne jamais pouvoir être implémenté dans un jeu en ligne. Néon mentionne alors qu'il est possible que les développeurs aient résolu le problème des ressources. Sung Chul n'est pas d'accord avec ça car il pense que les développeurs en auraient fait la publicité pour rendre le jeu encore plus populaire. Pour Sung Chul, il croit qu'il faut remplir une certaine condition pour débloquer cette fonctionnalité. Sung Chul suppose que la condition minimale pour cela est très probablement de commencer sans correction de combat, car c'est la seule différence entre Beck et les autres joueurs. Néanmoins, Néon est persuadé que cela va faire du bruit, et Sung Chul révèle son impatience de voir ce que Planet Earth va annoncer. En même temps, Néon pense déjà à inviter une personnalité importante dans l'émission, quelqu'un qui s'intéresse au scénario de Rivers Planet. Une fois que Beck en a fini avec Yujin, Néon termine le stream,
invitant les spectateurs à la rejoindre pour le prochain, qui présentera le mode joueur contre joueur. Plus tard, on voit Beck dans la salle de préparation au combat, se demandant pourquoi l'Anonyme 62 n'est pas apparu. Apparemment, il avait aussi dit à Neyon de le prévenir si l'Anonyme 62 le contactait. Comme Neyon n'a pas terminé le stream, il comprend qu'elle veut qu'il continue. Quelques instants plus tard, Neyon revient, annonçant aux spectateurs que le prochain point sur leur liste est le joueur contre joueur, et que le contenu du jour sera une confrontation. Neyon informe les spectateurs que c'est la première fois que Beck joue à ce mode, ce qui signifie qu'il va commencer dans la ligue normale. En gros, il y a un total de 8 rangs dans Rivers Planet. Il y a bronze, argent, or, platine, diamant, maître, grand maître et prétendant. Pour atteindre le rang bronze, il faut gagner 10 fois dans la ligue normale. D'après les statistiques précédentes, il faut environ 30 minutes à un joueur professionnel et environ 2 heures à un joueur moyen pour y arriver. Soudain, quelqu'un donne une quête à Beck, lui demandant d'atteindre le rang bronze en 30 minutes pour une récompense de 500 000. Neyon contacte rapidement Beck pour lui annoncer la nouvelle, et il répond par un signe de la main, lui indiquant qu'il est partant. Les spectateurs sont surpris de voir ça, et certains pensent qu'il devient arrogant. Suite à cela, tout le monde est impatient de voir si Beck parviendra à accomplir la mission. Quelques instants plus tard, Beck trouve un adversaire pour son premier match. Et à la surprise générale, il utilise une arme qu'il n'a jamais utilisée auparavant, 2 épées. Quand son adversaire voit ça, il pense avoir une chance tant qu'il ne s'approche pas de Beck. Au moment où le match commence, l'adversaire tente de lancer son attaque, mais Beck le coupe verticalement en deux avant qu'il ne puisse bouger. En un rien de temps, Beck passe au round suivant, et dès que ce joueur voit Beck, il comprend immédiatement qu'il est surpuissant. Sans hésitation, il abandonne le match, offrant à Beck sa deuxième victoire. Beck passe ensuite au match suivant, et comme précédemment, il bat le type assez facilement. Avant qu'il ne s'en rende compte, Beck a gagné 10 parties d'affilée en seulement 20 minutes. Neyon et Sungshul se demandent à quoi ils viennent d'assister. Ils n'arrivent pas à croire que Beck soit passé rang bronze en seulement 20 minutes. Le chat s'enflamme aussi, parlant du fait que Beck a réussi à battre tous les records pro, et il le couronne immédiatement le GOAT. Sungshul mentionne que le temps n'est pas la seule chose impressionnante dans le record de Beck. D'habitude, les gens rencontrent des problèmes face au contre, mais Beck se fichait de ce que ses adversaires utilisaient. Durant tous ces matchs, Beck a montré une performance parfaite, résultant en une domination totale. Comme promis, le type qui avait promis l'argent a fait le don puisque Beck a accompli la quête. Neyon remercie le donateur et dit à ses spectateurs qu'elle est impatiente de voir comment Beck se comportera dans les futurs matchs. C'est alors que Sungshul mentionne qu'il pourrait être facile pour les gens de stream snipe Beck puisqu'il diffuse son gameplay. En même temps, Sungshul pense que cela n'arrivera peut-être pas car il est difficile de stream snipe quelqu'un. Comme s'il avait porté la poisse, un type est entré dans l'arène, et il s'est avéré être un stream sniper. Le type commence à trash talk Beck, et il dit aux spectateurs de garder les yeux sur leurs écrans car il est sur le point de détruire Beck. Même si le type le provoque, Beck garde son sang-froid et se prépare seulement à l'affronter. Neyon Sen attribue le mérite, révélant que c'est elle qui a dit à Beck de ne pas s'inquiéter pour ce genre de choses. En un rien de temps, le premier round commence, et le stream sniper libère une quantité massive d'énergie de son corps avant de foncer sur Beck. Beck avait d'abord pensé que le type valait quelque chose vu sa confiance, mais au final, Beck se rend compte qu'il est nul. Sans effort, Beck l'abat, remportant ainsi le premier round du match. Le stream sniper est furieux quand ça arrive, et comme il n'a que 10 secondes avant le début du prochain round, il décide de sortir sa botte secrète pour gagner. Au moment où il active sa compétence secrète, l'atmosphère autour de lui change, et même Beck le remarque. Le stream sniper fonce alors sur Beck, prêt à le mettre en pièces. Beck n'a d'autre choix que d'admettre que les attaques du type sont devenues plus vives et plus efficaces grâce à la compétence qu'il a utilisée. Le stream sniper se tire une balle dans le pied en traitant Beck de hacker et en ajoutant qu'il y était allé doucement avec lui au premier round. Il s'avère que Neyon avait dit à Beck de détruire brutalement quiconque le traiterait de hacker, et le stream sniper vient de tomber dans cette catégorie. Le stream sniper repousse Beck, mais il peut clairement voir que quelque chose a changé. Néanmoins, il essaie de rester confiant car il croit avoir l'avantage. Frustré par le manque d'action de Beck, le stream sniper l'attaque à nouveau, lui disant d'arrêter de se la jouer tout en le traitant de hacker. Cette fois, Beck passe à toute vitesse devant le stream sniper avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe. Le temps qu'il s'en rende compte, il voit que Beck l'a déjà tailladé. Sans lui laisser le temps de réagir, Beck commence à lui infliger plusieurs entailles douloureuses sur le corps. Le stream sniper s'énerve et tente quelque chose de fou, mais Beck s'assure qu'il n'a absolument aucune chance. En un rien de temps, Neyon et Sungshul réalisent que Beck maintient intentionnellement le stream sniper en vie parce qu'il veut le faire souffrir. Sungshul taquine Neyon, lui disant que Beck ne fait que suivre ses suggestions. Même les spectateurs commencent à féliciter Neyon, la qualifiant de femme redoutable pour avoir créé un monstre. Peu après, le stream sniper se retrouve à terre, demandant à Beck quelle sorte de monstre il est. Beck lui renvoie alors ses propres mots avant de porter le coup final pour gagner le match. Après avoir vaincu le stream sniper, Beck continue le reste de ses matchs sur une lancée incroyable. En fait, Beck était si impressionnant qu'il a gagné 30 matchs d'affilée, et en un rien de temps,
il a atteint le rang or. Sung Chul exprime son choc que Baek ait réussi une série de 30 victoires lors de son premier stream. Les spectateurs sont bouche bée et certains commencent à demander à Baek de partager son build. Quand Neon voit ça, elle se rend compte que Baek pourrait hésiter à le partager, car c'est quelque chose de personnel pour la plupart des gens. Néanmoins, elle décide de demander à Baek. Neon demande alors à Baek s'il accepte de montrer son build aux spectateurs, et Baek lui dit qu'il n'y voit aucun inconvénient. Neon annonce avec enthousiasme à ses spectateurs que Baek a accepté de montrer son build. Elle promet ensuite de le poster sur le forum après le stream. Les spectateurs sont choqués de voir que Baek a effectivement partagé son build, car c'est considéré comme une information sensible, et cela montre à quel point Baek est confiant. Une fois cela fait, Somchul et Neon saluent les spectateurs pour leur dire au revoir. Après avoir terminé le stream, Somchul dit avec enthousiasme à quel point le stream était amusant. Il n'y a pas eu un seul moment d'ennui du début à la fin du stream. Neon commence à se demander si Baek va battre le record du monde avec son élan actuel. Elle demande quel est le record actuel, et Somchul révèle que la série de victoires actuelle est de 76 en confrontation, et qu'elle est détenue par Batley. Neon exprime son souhait que Baek puisse battre le record. Et comme Baek est un joueur si incroyable, elle est convaincue qu'il peut le faire. Sung Chul est d'accord avec Neon, et il mentionne qu'il est fort probable que Batley ait regardé le stream de Baek, car Batley est un joueur compétitif. Comme prévu, Batley a regardé, et il a également suivi tout ce qui se passait dans la communauté. Il peut voir à quel point ils encensent Baek. Un des commentaires attire alors son attention, c'est quelqu'un qui dit que Batley n'a aucune chance contre Baek. Batley rit de ce commentaire car il se considère au sommet de sa forme. Quelques jours plus tard, lors du deuxième stream, Baek se connecte au jeu, se demandant pourquoi le spectateur anonyme 62 n'est pas apparu lors du dernier stream. Il lui demande s'il y a quelque chose qu'il doit faire pour attirer son attention. Quelques instants plus tard, Yujin apparaît sur les lieux. Elle demande à Baek s'il est nerveux car c'est sa première mission pratique, mais Baek l'assure que tout va bien. Pendant ce temps, Baek sait que quelque chose ne va pas, car au moment où il s'est connecté au jeu, on lui a donné la mission. On lui dit que sa première mission pratique a été assignée, et Yujin l'exhorte à enfiler sa tenue de combat tout en lui indiquant le lieu de rendez-vous. Même si c'est suspect, ça ne dérange pas Baek car il pense que c'est une bonne chose de pouvoir sauter la phase d'entraînement. Baek demande alors à Yujin en quoi consiste la mission. Eugen révèle que Baek a été chargé d'éliminer des entités envahissantes et de fermer l'espace d'infiltration. Eugen conduit Baek à un bâtiment qui appartenait autrefois à la Ligue des entreprises. Eugen mentionne qu'il ne cherche pas vraiment des nuits à la Ligue car elle peut parfois être utile. Néanmoins, les corporations n'hésitent pas à se débarrasser des choses desquelles réalisent qu'elles ne leur servent plus à rien. Il s'avère que Baek va affronter des monstres envahisseurs de type insecte, et ils sont fondamentalement faibles. Cependant, ils sont pénibles à affronter car ils se déplacent toujours en grand nombre. Une fois que Yujin montre son identité aux gardes à l'extérieur, on leur permet d'entrer dans le bâtiment. En entrant, Baek exprime son choc qu'un portail soit apparu dans une usine. Soudain, il réalise qu'il a déjà vu cet environnement dans l'autre monde aussi. Cependant, le portail dans l'autre monde était de taille moyenne, pas petit comme celui-ci. Il commence à se demander s'il y a une erreur, mais cette pensée est interrompue par Yujin qui lui dit qu'il devrait entrer dans le portail. Au moment où il s'apprête à entrer, un type agaçant, Choi Young-Chul, apparaît. Il s'avère que Choi est un éveillé affilié à Gumshin Electronics. Ojin est surprise de voir Choi, et elle exige de savoir pourquoi il est à l'usine. Choi prétend qu'il n'a aucune idée car il est tout aussi choqué que leur mission se chevauche. Cela surprend à nouveau Yujin, car elle se souvient que Choi avait abandonné la mission. Elle lui demande s'il complote quelque chose, mais Choi nie toute forme de tricherie. Choi se tourne alors vers Baek, l'exhortant à cesser de perdre son temps au bureau et à rejoindre la grande corporation où il y a de la vie. Yujin ne prend pas cela à la légère, et sa réaction indique à Choi de reculer. Il dit à Yujin qu'il la laisse gérer la mission toute seule. Après le départ de Choi, Baek demande à Yujin qui est Choi, et elle révèle qu'il était le premier agent stagiaire avec qui elle a travaillé. Apparemment, Choi répand de fausses rumeurs sur le bureau depuis qu'il l'a quitté après avoir été recruté par la Ligue des entreprises. Ceux qui regardent sont tous choqués car c'est la première fois que la mauvaise relation entre Yujin et Choi est explorée en profondeur. Une fois qu'ils ont fini de parler, Eugène suggère qu'il entre dans le portail. À leur insu, Choi et ses hommes attendent qu'il entre avant de passer à l'action, et il semble qu'il ait préparé quelque chose de sinistre. Alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans le portail, Eugène explique à Baek que le portail est le seul moyen d'accéder à la planète inversée. Juste à ce moment, quelque chose d'inhabituel se produit, et Eugène est entraîné dans le portail. Au moment où Baek entre dans le portail, il réalise qu'il a été séparé des Eugène. Avant qu'il ne s'en rende compte, une bande de monstres l'a encerclé, et Baek se dit qu'il vaudrait mieux s'occuper des monstres avant d'aller chercher Eugène. De son côté, Eugène est en train de massacrer les monstres qui l'ont encerclé. Cependant, les monstres continuent d'affluer. En évaluant la situation, elle peut voir que quelque chose cloche. En même temps, elle s'inquiète pour Baek. Elle vient de finir d'abattre des monstres et reprend encore son souffle quand Choi apparaît soudainement derrière elle. Yujin réagit à la dernière minute, mais elle se fait quand même taillader le ventre. Yujin parvient à mettre de la distance entre elle et Choi tout en exigeant de savoir ce qui lui arrive. Choi sourit comme un méchant,
disant à Yujin que c'est une mission secrète. Il exhorte Yujin à ne pas le juger car il ne fait que suivre les ordres. Avant que Yujin ne s'en rende compte, elle réalise qu'elle est déjà encerclée, et pour ne rien arranger, sa blessure est profonde. Yujin évalue alors la situation et conclut immédiatement qu'elle doit s'échapper. Yujin invoque alors une énorme explosion d'énergie et l'envoie en direction de l'un des attaquants. Le type parvient à bloquer l'attaque, mais cela donne à Yujin le temps de le dépasser. Il s'ensuit une course-poursuite acharnée pour tenter d'attraper Yujin. Pendant qu'elle court, elle s'assure également de préparer des contre-attaques pour ralentir Choi et ses hommes. Cela lui donne assez de distance pour prendre de l'avance, et elle trouve bientôt un trou dans lequel elle saute immédiatement. Grâce au trou, elle parvient à échapper à ses assaillants. De son côté, Baek traite les monstres comme s'ils étaient des insectes. Même les spectateurs se demandent comment Baek peut les tuer si facilement. Quelques instants plus tard, Baek voit les traces des gens, et à la façon dont elles sont disposées, il comprend que quelque chose a dû se passer. Soudain, il entend la voix de Yujin au loin, et il se met immédiatement à courir vers sa position. Baek arrive sur place et la trouve aux prises avec un monstre. Baek passe à l'action et tue le monstre, sauvant ainsi la vie de Yujin. Eugen tombe des griffes du monstre, mais Baek est là pour la rattraper, tel Superman. Baek la dépose doucement sur le sol et lui demande si elle va bien, car elle a des blessures partout. Il devient immédiatement évident pour Baek que Eugen est plutôt doué, et qu'il est impossible qu'elle perde contre un insecte. De plus, ses blessures sont trop profondes, ce qui signifie qu'il y a autre chose en jeu. Baek demande alors à Yujin si Choi est le responsable de ce qui lui est arrivé, et Yujin répond oui. Yujin mentionne que Choi et ses hommes sont arrivés juste après la catastrophe du portail. En même temps, les spectateurs pensent que quelque chose cloche car le mode opératoire de Choi est l'embuscade. De plus, la mission semble être arrivée trop tôt, et Neon demande à Somchul s'il pense que c'est à cause de Lia. Somchul répond alors que la seule conclusion à laquelle ils peuvent arriver est qu'il y a une histoire cachée, il suggère donc de continuer à regarder. De retour dans le jeu, Yujin dit à Baek qu'elle a réussi à semer Choi et son équipe mais qu'il pourrait revenir à tout moment. De plus, elle a peur de révéler leur position si elle utilise sa compétence. Se croyant être un fardeau, elle exhorte Baek à partir en premier, mais Baek lui dit de se cacher pendant qu'il va s'occuper des traîtres. Yujin n'est pas d'accord, disant à Baek que Choi est un vétéran éveillé, et qu'il ne pourra pas s'en occuper tout seul. Baek répond alors que tout ira bien car il a un plan. Quelques instants plus tard, Choi et ses hommes élaborent un plan pour retrouver Yujin quand Choi sent une présence derrière lui. Choi brandit immédiatement son arme, prêt à abattre quiconque se trouve là. Cependant, Baek crie comme un bébé, lui disant d'attendre. Choi se retire alors quand il réalise que Baek est le cadet d'Eugène. Baek joue alors la comédie, disant à Choi qu'il a été séparé d'Eugène après avoir utilisé le portail. Les spectateurs sont impressionnés en voyant les talents d'acteur fou de Baek, et ils savent que Choi est fichu. Choi se rapproche alors de Baek pour lui tapoter l'épaule tout en essayant de le faire baisser sa garde. Une fois qu'il est assez proche pour dégainer son arme, Choi passe à l'action. Mais avant qu'il ne puisse porter son coup, la dague de Baek se retrouve dans sa poitrine. Le mouvement de Baek était si rapide que le cœur de Choi était déjà perforé avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Ce n'est que lorsque Choi recule en chancelant de douleur que ses deux autres camarades réalisent enfin que Baek lui a fait quelque chose de fou. Baek ne perd pas de temps et se retire dans les buissons, l'un d'eux le poursuit tandis que l'autre reste pour prodiguer les premiers soins à Choi. Le type qui poursuit Baek se perd rapidement, sans aucune idée d'où se trouve Baek. À son insu, Baek le regarde depuis la cime d'un arbre, et avant qu'il ne s'en rende compte, Baek a atterri derrière lui. Il n'a même pas le temps de réagir que Baek lui brise le cou. De retour à l'endroit initial, le dernier homme de l'équipe fait tout son possible pour remettre Choi sur pied. Juste au moment où il semble faire des progrès, la dague de Baek surgit de nulle part et empale à nouveau Choi sur place, le tuant définitivement. Le dernier homme se lève frénétiquement en demandant où est son camarade qui a poursuivi Baek. Il obtient bientôt sa réponse quand Baek lui montre l'épée de son camarade, ce qui ne peut signifier qu'une chose, son camarade est 6 pieds sous terre. Agacé, le type déchaîne son pouvoir et invoque des pics de pierre sur Baek. Cependant, Baek esquive ses attaques. Le type lance alors une autre attaque, onde de terre, secouant tout sur son passage. Baek prend la fuite, et il abat facilement un arbre d'un coup de pied pour s'en servir de bouclier. Quand le méchant voit ça, il n'a d'autre choix que d'admettre que Baek est un monstre. Le type lance alors une autre attaque mortelle. Baek parvient à esquiver les deux premiers coups, mais il ne réussit pas à tout éviter, et il se fait couper sous le bras. Voyant à quel point le type est dangereux, Baek passe à l'offensive et fonce vers le méchant. Désespéré de tenir Baek à distance, le type commence à déchaîner une tonne de barrières pour l'éloigner. Cependant, Baek tranche tout sur son passage en se rapprochant du type. Avant qu'il ne s'en rende compte, Baek l'atteint et lui tranche le cou en forme de X. La dernière chose que le type dit avant de mourir est le mot impossible, car il ne peut pas comprendre comment Baek a pu l'abattre si facilement. Tous ceux qui regardent, y compris Neyan, remettent en question leur existence car Baek vient littéralement d'éliminer 3 chiens de chasse. En même temps, certains spectateurs se plaignent de la difficulté de la quête, car Baek ne devrait pas affronter des chiens de chasse lors de sa première mission. D'un autre côté, Baek est déçu de s'être blessé en affrontant les chiens de chasse. Avec cela, il conclut qu'il a encore beaucoup à améliorer car il est assez faible par rapport à l'autre monde.
Baek se dirige alors vers le cadavre de Choi pour le fouiller. Sur le téléphone de Choi, il réalise qu'il avait pour mission de capturer ou de tuer Yujin. Il continue de chercher, mais à la fin, le message est tout ce qu'il peut voir. Baek conclut alors que ce sera au bureau de terminer l'enquête. En récompense, Baek obtient la dague du retour tranchant. Pour son premier effet, le pouvoir de coupe de la lame augmente légèrement. Et pour le second effet, lorsque la lame est lancée, elle retourne à la main qu'il a lancée au moment où l'utilisateur le souhaite. Baek a également obtenu le bracelet du vainqueur, et le premier effet augmente la puissance de capacité du porteur. Le second pouvoir réduit le temps de recharge de la capacité, mais cela ne s'applique qu'en mode joueur contre environnement. Enfin, il y a le collier de l'ermite, et pour son premier effet, il peut utiliser le stockage d'ombre. Le second effet permet de toujours mettre des objets d'équipement dans le stockage à tout moment, et cela ne s'applique également qu'en mode PvE. Baek est impressionné de pouvoir déjà voir les effets de l'objet, car dans l'autre monde, il fallait de multiples essais et tentatives. Baek range alors les objets et réalise qu'il doit nettoyer le monde inversé avant que les blessures de Yujin n'empirent. Pendant ce temps, Yujin s'est retrouvé face à un monstre géant et effrayant appelé le Scorpion Empereur. Au lieu d'avoir peur, Yujin est reconnaissante que le scorpion soit apparu à sa place, car elle pense que Baek serait mort s'il avait rencontré le monstre. Jean conclut alors qu'elle doit s'occuper du monstre toute seule, et elle prépare une attaque apparemment puissante. Avant même qu'elle ne puisse porter son attaque, le scorpion s'écrase devant elle, la choquant. Ce n'est que lorsqu'elle entend la voix de Baek lui demander si elle va bien qu'elle comprend enfin ce qu'il se passe. Elle lève les yeux et voit Baek debout sur le monstre, son épée enfoncée dans la tête de la créature. Le chat s'enflamme en félicitant Baek d'avoir sauvé Yujin à temps. De plus, les spectateurs sont impressionnés que Yujin ait tenu tête à un scorpion empereur même dans son mauvais état. À ce moment-là, tout commence à s'effondrer, et Yujin réalise que Baek a en fait tué Choi et ses hommes, puis a nettoyé le monde inversé. Baek dit alors à Yujin de monter sur son dos pour qu'il puisse sortir rapidement avant que les choses n'empirent. Sun Shul mentionne que les deux doivent s'échapper avant d'être emportés par l'effondrement du monde. Avec Yujin sur son dos, Baek réussit quand même à atteindre le portail pour retourner dans le monde du jeu. Après la réunion, Kim débriefe Baek, qui apprend l'embuscade. Kim est furieux que les corporations aient dépassé les bornes, et il demande à Baek ce qui est arrivé à Choi et ses hommes. Baek répond nonchalamment qu'il les a déjà tués, ce qui choque Kim. Au lieu de demander comment il a pu faire ça, il passe à autre chose, et Baek lui tend le téléphone de Choi. Kim remercie Baek pour son aide et lui dit d'aller se reposer pendant que le bureau s'occupe du reste. Au moment où Baek s'apprête à partir, Kim remarque sa soif de sang et l'exhorte à se calmer, car il aura une autre chance. Sa mission accomplie, le système accorde à Baek un autre point de compétence, et on lui demande de choisir son deuxième élément clé. Neon félicite ses spectateurs pour leur soutien quand elle reçoit soudain la notification que l'Anonyme 62 a fait un don privé de 3 millions avec un message disant à Baek qu'il a réussi le premier test. Le message continue, informant Baek qu'une mission spéciale l'attend. Neon contacte immédiatement Baek pour lui faire savoir que l'Anonyme 62 a envoyé 3 millions avec un message joint. Dans le message, l'Anonyme 62 dit à Baek qu'il a une mission spéciale pour lui, mais qu'il doit d'abord terminer son stream. Baek remercie Neon pour son aide et suggère qu'il continue le stream. Somchul demande alors à Neon pourquoi elle semble distraite, mais Neon répond que ce n'est rien. Elle est surprise que Somchul ne puisse pas voir le message et le don, mais elle comprend que c'est parce que c'est un don anonyme. Neon décide alors de simplement continuer le stream, et elle annonce avec enthousiasme aux spectateurs qu'il est temps de passer au JCJ. Et pour le JCJ du jour, ils choisissent le mode guerre. C'est un jeu en équipe de 5 contre 5, et la première à remporter 2 manches gagne le match. Les spectateurs ne sont pas vraiment emballés par le mode guerre car ils le trouvent ennuyeux. Neon n'est pas surprise que les spectateurs s'y opposent, mais elle est certaine qu'ils changeront tous Davis une fois qu'ils auront vu le match. Quelques instants plus tard, Baek trouve un match en mode de combat JCJ sur le thème de l'escorte. Il retrouve ses coéquipiers, et ils ont été désignés pour l'attaque. Apparemment, l'équipe d'attaque doit pousser le convoi jusqu'à sa destination pendant que l'équipe de défense essaie de les arrêter. Neon exprime son enthousiasme pour tout ça car elle veut voir comment Baek va se débrouiller dans ce nouveau mode de jeu. À ce moment-là, la première manche commence, et étonnamment, Baek s'éloigne du convoi. Cela choque Sungshul, et Neon mentionne qu'il va probablement tenter une manœuvre de contournement. Sungshul répond que les gens restent généralement près du convoi, mais ce n'est pas un mauvais choix si l'on a les compétences pour soutenir sa tactique. Néanmoins, Sungshul pense qu'il n'est pas facile d'arrêter 5 personnes en solo. Un instant plus tard, Baek passe à l'action et fonce vers l'équipe de défense, choquant les spectateurs. Avant même que l'équipe de défense ne comprenne ce qui se passe, Baek s'est abattu sur eux. Le premier gars est abattu d'un coup de dague, semant immédiatement la panique parmi les autres. Avant qu'il ne puisse réagir, Baek a déjà éliminé le deuxième gars. En un rien de temps, Baek achève le reste de l'équipe de défense, remportant à lui seul le match pour ses coéquipiers. Quand ses coéquipiers voient ça, ils sont tous choqués car tout s'est passé si vite. Certains spectateurs pensent que ses coéquipiers devraient être en colère parce qu'ils n'ont rien pu faire, tandis que d'autres pensent qu'ils devraient être contents de s'être fait porter. Même Neon est surprise de voir à quel point tout cela est impressionnant. Sung Chul mentionne que Baek était plus rapide que d'habitude,
et il pense qu'il doit aller quelque part ou qu'il a quelque chose à faire. Après cela, Beck joue à 3 autres modes, qui sont le match à mort, le contrôle et le point chaud. À travers ces 3 modes, personne n'a eu ce qu'il fallait pour l'arrêter. Il a foncé sur tout le monde, les rendant totalement inutiles. Une fois qu'il a terminé, l'Anonyme 62 fait un autre don de 3 millions 1, lui révélant sa mission spéciale. Apparemment, il doit débloquer un nouveau système dans le jeu en progressant dans le jeu. Le cerveau de Néon est sur le point de griller quand elle réalise que l'Anonyme vient de lâcher 3 millions 1 de plus. Néon demande alors à Baek s'il devrait utiliser l'argent pour organiser un événement pour les spectateurs et un dîner, mais Beck s'en fiche. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que l'Anonyme 62 voulait qu'il fasse. Beck comprend qu'en progressant dans le jeu, il doit continuer avec tous les modes de jeu. Même s'il est frustré, il n'a pas d'autre choix que de faire ce que l'Anonyme 62 veut à ce stade. Quelques jours plus tard, soit le 3e jour du stream, Beck se présente au centre d'entraînement du bureau. Il avait reçu un message de Yujin lui demandant de venir car elle veut lui présenter son nouvel entraîneur, étant donné qu'elle est indisponible à cause de ses blessures. Quand les spectateurs entendent ça, ils commencent à débattre de l'identité du remplaçant. Certains pensent que ce pourrait être Kim Chul, mais d'autres ne sont pas d'accord car ils savent que Kim Chul est actuellement occupé. À ce moment-là, Yujin apparaît et le salue. Une fois leur manigance terminée, le remplaçant entre en scène. Il s'avère que c'est une fille canon qui se présente sous le nom de Kimana. Les spectateurs deviennent fous en la voyant, car Kimana est une vraie beauté, et ils aimeraient tous être à la place de Beck. Il s'avère que Beck sait aussi qui est Kimana. Dans l'autre monde, seule Kim Chul la surpasse en termes de vitesse. Elle est en gros la numéro 2 du bureau de gestion dimensionnelle. Beck admet que les choses sont devenues assez dangereuses pour lui quand il l'a rencontrée en tant qu'ennemi dans l'autre monde. Après que Yujin les ait présentés, elle s'éclipse, les laissant faire connaissance. Après le départ de Yujin, Anna demande à Beck s'il préfère l'épée longue ou l'épée courte, et il répond qu'il peut utiliser les deux. En entendant cela, Anna décide de tester le niveau de compétence de Beck. Elle lui demande s'il est partant pour un duel, et les spectateurs deviennent presque fous en entendant ça, car cela ne s'est jamais produit comme ça avant. En gros, tous les joueurs n'utilisent pas l'épée, et Somchul mentionne que cela n'est arrivé que parce que Beck est le personnage principal. Même le chasse en balle, car la plupart des joueurs utilisent des compétences, et il conclut simplement que toute cette histoire d'IA est dingue. Apparemment, il pense que l'IA devrait avoir des limites même si elle est censée être entièrement réactive, mais c'est quelque chose de complètement différent de l'intrigue des autres utilisateurs. Il commence à se demander si l'intrigue change grâce aux actions du joueur, tout comme dans la réalité. Pendant qu'ils se chamaillent tous entre eux, Beck et Anna se préparent à s'affronter. Anna suggère alors qu'ils n'utilisent que leurs épées, sans ajouter leurs capacités. Beck répond alors que ce ne sera peut-être pas possible car sa capacité est une amélioration corporelle, et elle est active en permanence. Puisque c'est le cas, Anna décide d'utiliser sa capacité, mais elle va en réduire l'efficacité. Sur ce, elle commence le match et fonce sur Beck avec une frappe mortelle. Beck esquive le premier coup, et avant qu'il ne s'en rende compte, un autre coup se dirige vers lui. Beck est forcé de sauter en arrière pour tenter d'esquiver la rafale d'attaque venant de Anna. Somchul n'est pas surpris car Anna est très douée, et il s'avère qu'elle a le meilleur build de vent. En gros, c'est elle qui a inspiré le build du dieu du vent. En même temps, Somchul est impressionné que Beck lui tienne tête. Après quelques coups, Anna comprend vite qu'il ne faut pas plaisanter avec Beck, et elle décide de le prendre un peu plus au sérieux. Elle imprègne son arme d'une puissante attaque de vent, prête à fendre la tête de Beck, mais les réflexes de ce dernier l'aident à esquiver le coup. L'attaque brise tout derrière lui, mais il est en sécurité, et Anna le félicite, disant qu'elle s'attendait à ce qu'il l'esquive. Les spectateurs sont tous surexcités après le match, et certains pensent que Beck aurait eu plus de chance s'il avait débloqué 2 éléments clés. Anna complimente alors Baek, lui disant qu'il est plus impressionnant qu'elle ne le pensait. D'un autre côté, Beck n'est pas entièrement impressionné car il sait qu'il aurait perdu contre Anna si c'était un vrai combat. Cela montre à Beck qu'il manque encore de compétences par rapport à l'époque où il était dans l'autre monde. Anna lui demande alors de qui il a appris son maniement de l'épée, et il répond qu'il est autodidacte. Cela impressionne Anna car elle ne s'attendait pas à ce que Baek soit aussi impressionnant sans maître. Anna dit alors à Baek de la suivre car elle a quelque chose à lui montrer. Un instant plus tard, ils arrivent à l'armurerie du bureau de gestion dimensionnelle. Ils sont accueillis par le chef d'équipe du soutien et de l'assistance, Kim Yan-ho. Anna dit à Yan-ho que Baek est là pour choisir une arme car ça n'a aucun sens qu'il utilise des armes sans capacité. Yan-ho exhorte Baek à choisir judicieusement parmi les centaines d'armes présentes dans la pièce, puis il s'en va. Anna dit aussi à Baek de prendre son temps pour choisir une arme. Après avoir regardé un peu partout, Baek ne voit rien qui le captive jusqu'à ce qu'il tombe sur une arme qu'il trouve pas mal. Cette arme est la lance vampirique, Drago. Son premier effet augmente la puissance de coupe de la lame de la lance, et le second effet absorbe le sang sur la lame pour soigner son porteur. Et pour le troisième effet, elle permet de contrôler le sang. Baek est sur le point de faire son choix quand son regard est attiré par quelque chose. Il se retourne et, à sa surprise, c'est une longue épée noire appelée mangeuse d'âmes. Le premier effet de l'épée la rend quasiment indestructible, et le second effet augmente sa puissance de coupe en fonction des âmes dévorées. Pour le troisième effet,
Elle soigne son porteur en fonction des dégâts infligés par la mangeuse d'âme. Apparemment, elle a d'autres effets, mais ils sont encore scellés. Et il est important de noter que ces effets ne s'appliquent qu'en contenu JCE. Beck est surpris de voir l'épée, car elle est censée être sur le marché noir. Il en conclut que l'épée appartenait à l'origine au bureau et que quelqu'un a dû la voler. Beck est content, car il vient de tomber sur son épée préférée dans un endroit aussi simple. Beck dit alors à Anna qu'il va choisir la mangeuse d'âme, et Anna lui dit qu'elle va s'occuper du transfert de propriété pour lui. Quand les spectateurs voient ça, ils deviennent presque fous parce que tous les joueurs n'ont habituellement le choix qu'entre deux armes à ce stade du jeu. Impressionné par ce qu'il voit, un spectateur fait un don de 1001, disant que Beck a peut-être obtenu l'épée qui sera son arme de fin de jeu une fois tous les effets débloqués. Somchul mentionne alors que ce n'est pas la première fois que Beck obtient une arme qu'il n'aurait pas dû avoir si tôt. Il rappelle à tout le monde que le collier de l'ermite que Beck a obtenu lors du dernier stream n'apparaît qu'à partir du milieu du jeu. Les paroles de Sung Chul leur rafraîchissent enfin la mémoire, et ils en concluent qu'ils l'avaient oublié, car ils étaient absorbés par l'histoire intéressante. Sung Chul émet alors une autre théorie, disant que le jeu donne très probablement des récompenses strictement en fonction du risque. En gros, plus le défi est difficile, plus la récompense est grande. Neyon est d'accord avec lui, disant que Beck a très probablement obtenu le collier parce qu'il a dû vaincre les chiens de chasse lors de sa première mission. Somchul est d'accord, mentionnant que Beck avait fait un parcours sans faute jusqu'à ce point. Neyon en conclut que l'obtention de la mangeuse d'âme par Beck est sa récompense pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, et Somchul suggère qu'il se contente de regarder ce qui va se passer. Plus tard, Anna termine le transfert de propriété et remet l'épée à Beck. Comme Beck vient d'obtenir une nouvelle épée, Anna suggère immédiatement qu'ils partent en raid. Un instant plus tard, ils arrivent à un portail au sommet d'une montagne. En gros, c'est un portail où ils vont rencontrer des monstres de type loup, mais ils sont toujours considérés comme des monstres de rang EF. En entrant dans le portail, Anna prévient Beck que les monstres vont bientôt les assaillir. Même si les monstres sont plus difficiles à affronter, il n'est pas inquiet, car tout ce qui est en dessous du rang B ne représente aucune menace pour lui. Puisque les monstres viennent à eux, Beck pense que cela leur évite d'avoir à les chercher. Anna lui dit alors qu'elle va rester en retrait et observer, mais qu'elle n'interviendra que si les choses tournent mal. Beck invoque alors la mangeuse d'âme depuis son espace de stockage, et comme prévu, les loups apparaissent. Une meute lui saute dessus, et il décide de frapper avec l'épée de toutes ses forces. Beck déclenche une frappe puissante qui tue les monstres d'un seul coup. En tuant les monstres, il a réussi à augmenter la puissance de coupe de l'épée. Neyon est impressionné par la façon dont Beck est capable de manier une épée aussi énorme avec précision. Pendant ce temps, Anna est stupéfaite car elle reconnaît le mouvement d'épée que Beck vient d'utiliser, appelé la taille de la lune céleste. Sans laisser de répit à Beck, les monstres d'élite apparaissent, choquant les spectateurs, car le rythme est démentiel. Les monstres se ruent sur Beck, mais il les découpe assez facilement. Sung Chul est surpris de voir à quel point la compétence de Beck est incroyable, car il n'y a aucune trace de son apprentissage de ces techniques. Même Neyon est surprise, et elle en conclut que Beck a dû tout apprendre en jouant dans le Colisée. Beck continue de découper les monstres tout en faisant tournoyer sa grande épée. Il les rassemble au même endroit et les empale en une seule fois, se facilitant la tâche. Anna est époustouflée par l'aisance avec laquelle Beck manie l'épée et découpe les monstres. Soudain, Beck sent quelque chose dans les bois et prend une posture défensive. À ce moment-là, un grand loup effrayant connu sous le nom de loup d'argent, le chef des monstres loups, sort des bois. Il fonce sur Beck, mais Beck parvient à le bloquer avec son épée. Cependant, la force du loup repousse Beck en arrière. Beck parvient à se libérer de l'emprise du loup, et il le lacère un peu avant de sauter en arrière pour se mettre dans une meilleure position. Même si le loup est bien plus fort que les autres, Beck n'est pas du tout inquiet. Beck balance son épée horizontalement, coupant le loup en deux et dévorant ainsi l'âme du chef. Ainsi, Beck vainc tous les monstres, et Anna le félicite, disant que c'est ce qu'on attend de l'âge le plus prometteur du bureau. Anna mentionne alors qu'elle prévoyait déjà d'intervenir, car la difficulté du loup était supérieure à la difficulté réelle. Neyon est d'accord, car la mission était annoncée comme étant de difficulté rang EF, mais au final, elle s'est avérée être de rang B. Somchul propose alors une autre de ses théories, suggérant que la difficulté pourrait être affectée par les actions passées du joueur. À ce moment-là, il réalise que le monde inversé ne se referme pas, bien que Beck ait éliminé les monstres. Anna dit à Beck qu'ils font face à un phénomène anormal et suggère qu'il trouve la cause de cette anomalie. Un instant plus tard, il trouve un œuf posé au milieu de nulle part. Soudain, l'œuf émet une lumière vive et commence à se fissurer. Anna presse Beck de se préparer, car on ne peut jamais prédire ce qui sortira de l'œuf. Étonnamment, un chiot sort de l'œuf, laissant tout le monde se demander ce qui vient de se passer, car cela n'est jamais arrivé auparavant. Le chiot s'approche de Beck, et Anna souligne à quel point il est anormal qu'une créature d'un autre monde ne soit pas hostile envers les humains. Beck demande s'ils doivent le tuer, et bien que ce soit la procédure standard, Anna suggère de le ramener au laboratoire parce qu'il est mignon. Beck accepte et attrape le chiot. À l'instant où il fait ça, le monde inversé commence à s'effondrer, et ils partent immédiatement tous les deux. Au laboratoire situé au siège, les scientifiques expriment leur choc et leur confusion, car c'est la première fois qu'ils assistent à quelque chose de pareil.
Le scientifique en chef émet une théorie selon laquelle le chiot aurait pu être invoqué par une capacité. Anna lui dit alors que ni elle ni Beck n'ont la capacité de faire cela. Le scientifique clarifie la situation en disant que l'invocation a dû se produire depuis le monde inversé et non par une action de leur part. Néanmoins, il promet qu'ils vont enquêter de manière approfondie sur cette affaire. Anna demande alors au type si le bureau se chargera de protéger le chiot, et c'est là que le scientifique révèle quelque chose de choquant. Il mentionne que l'empreinte de propriété est déjà complète et que, selon la réglementation, ils ne sont pas autorisés à offrir une protection à une créature vivante dont l'empreinte est terminée. Contre toute attente, il s'avère que le chiot a déjà enregistré Beck comme son maître, et le système reconnaît le chiot comme l'animal de compagnie de Beck. Beck se demande encore ce qui se passe quand une annonce de maintenance d'urgence les surprend. Les joueurs sont informés qu'une maintenance du serveur pour une mise à jour aura lieu dans 5 minutes, et il leur est conseillé de se déconnecter dans une zone sûre dès que possible. C'est un choc pour les spectateurs, car Beck vient d'obtenir un animal de compagnie et le serveur est immédiatement entré en maintenance. Pour certains, ils croient que le système d'animaux de compagnie vient d'être introduit, ce qui nécessite la maintenance du serveur. Cependant, d'autres pensent que ce n'est qu'une simple coïncidence et qu'il n'y a pas lieu de réagir de manière excessive. Comme ils doivent tous attendre de voir ce qui va se passer, Neon annonce aux spectateurs qu'elle doit mettre fin au stream. Pendant ce temps, le stream est regardé dans la salle de conférence du siège de Planet Earth, située aux États-Unis. Le chaos semble régner parmi les développeurs, car ils viennent de tomber sur une mise à jour système dont ils ignoraient l'existence. La développeuse en chef, Sophia, se plaint amèrement de tout, et son collègue lui fait savoir que la seule personne capable de leur faire ça est un type nommé Isaac. Apparemment, Isaac est l'ancien développeur en chef, un génie reconnu qui a mystérieusement disparu. Sophia est convaincue que Isaac s'est caché intentionnellement, mais en même temps, elle ne s'attendait pas à ce qu'il arrête le serveur et mette à jour le jeu sans crier gare. Sophia demande alors si l'on fait des progrès sur Deus, mais l'équipe répond que non. Il s'avère que Deus est l'intelligence artificielle que Isaac a créée pour aider au développement du jeu, mais l'IA a cessé de fonctionner au moment où Isaac a disparu. Sophia dit alors à l'équipe de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre qu'il ignore, car ils auront de gros ennuis si une telle chose se reproduit. Son collègue lui demande si elle pense qu'ils ont une chance de trouver les fichiers si Isaac ne veut pas qu'ils les trouvent. Sophia crie avec colère sur le type, lui disant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de trouver ces fichiers à tout prix. De plus, elle dit à l'équipe de garder un œil sur Beck afin qu'ils puissent agir si quelque chose se passe. Au fond d'elle, Sophia est prête à se battre pour s'assurer que Isaac n'obtienne pas ce qu'il veut. D'un autre côté, Anonyme 62 vient de faire un don de 5 millions 1, qu'il présente comme la récompense de Beck pour avoir accompli la mission spéciale. Anonyme 62 dit alors à Beck qu'il aura besoin d'un camarade de confiance pour sa prochaine mission spéciale. Quand Beck reçoit l'information, il commence à se demander ce que trame Anonyme 62. De plus, il remarque qu'il n'a reçu que des missions spéciales liées au système, que ce soit dans l'autre monde ou dans le monde du jeu. Néon demande alors à Beck s'il pense qu'Anonyme 62 est un employé de la société de jeu. Elle est aussi surprise que le jeu soit entré en maintenance au moment où Beck a trouvé un animal de compagnie. Cependant, Beck pense que c'est une coïncidence, car il ne s'attend pas à ce que la société de jeu se concentre sur le stream d'un joueur au hasard. Beck demande alors à Néon quel est le grand message qu'elle disait avoir pour lui. Néon révèle que Beck vient de recevoir une offre de recrutement de la part de la SSR Cup. La SSR Cup est le plus grand tournoi JCJ du jeu. Il recrute généralement des streamers, des influenceurs célèbres, ou même des joueurs professionnels à la retraite. Beck demande alors à Néon pourquoi il le voudrait là-bas en tant que coach également. Néon répond que Beck est au centre de l'attention en ce moment, et qu'il y a aussi quelque chose appelé le coach de soutien officiel dans la SSR Cup. Néon pense que les organisateurs croient que Beck aurait plus d'influence en tant que coach plutôt qu'en tant que joueur. Néon presse alors Beck de participer pour qu'il puisse montrer ses capacités en tant que coach. Puisque Néon lui dit d'être un coach, il lui demande si elle suggère qu'il prenne un disciple. Néon le confirme, assurant à Beck qu'elle va tout préparer s'il est prêt. Elle suggère même que Beck organise des sélections afin de pouvoir choisir le disciple qu'il désire. Puisque l'Anonyme 62 lui a dit qu'il aura besoin d'un camarade de confiance, Beck accepte le plan de Néon. Néon accueille cette décision avec joie, car elle sait que tout cela aidera aussi leur stream. Néon fait savoir à Beck qu'elle va informer les organisateurs avant qu'ils ne changent Davis. Peu de temps après, Sungshul et Néon lancent le stream pour dire aux spectateurs qu'ils ont une annonce importante à faire. Avec enthousiasme, ils font savoir aux spectateurs que Beck va participer à la SSR Cup en tant que coach. Le chat s'emballe en entendant cela, mais certains pensent que Beck aurait dû participer en tant que joueur. Somchul mentionne également qu'il est curieux de voir comment Beck va s'en sortir en tant que coach, car être un grand joueur ne fait pas de vous un grand coach. Cependant, Néon mentionne que Beck doit d'abord monter en rang car son niveau actuel est relativement bas. Apparemment, Beck est actuellement rang or dans les 3 modes. Néon mentionne qu'elle et Beck ont joué ensemble en mode Battle Royale, et qu'ils ont gagné 10 parties d'affilée. Puisque c'est le cas, Néon dit aux spectateurs que Beck peut commencer à jouer en classé tout de suite. Soudain, un spectateur propose une quête, demandant à Beck de faire 40 kills ou plus sans utiliser d'armes pour une récompense de 3 millions 1. Comme d'habitude, Néon manque de s'évanouir d'excitation, et elle contacte rapidement Beck pour le lui faire savoir.
Les spectateurs sont aussi impatients de voir ce qui va se passer, car ils croient que Beck est enfin sur le point de perdre une mission pour la première fois. Cependant, Bayek n'est pas un lâche, et il accepte le défi. Cela tient les spectateurs en haleine, qui essaient de voir si Beck va réussir la mission ou non. Quelques instants plus tard, Beck se connecte au mode solo du Battle Royale, et il atterrit à la base militaire. Il se rend vite compte qu'il y a environ 19 joueurs dans la zone, et comme il vise 40 kills, il comprend qu'il doit faire vite. Beck prend sa posture et fonce en avant, éliminant les joueurs sur son passage. Les spectateurs sont sous le choc car ils n'arrivent même pas à suivre sa vitesse de déplacement. Le compteur de kills de Beck ne cesse d'augmenter alors qu'il élimine en un coup les joueurs qu'il croise. Au moment où Beck finit de nettoyer les abords de la base militaire, il a déjà accumulé 18 kills. Beck comprend alors que le prochain endroit est le centre. Peu après, le nombre de joueurs est réduit à seulement 2, à savoir Beck et un joueur mystérieux. Beck traque le dernier joueur qui semble perdu dans ses pensées. Beck essaie de l'achever d'un coup de pied à la tête, mais le type bouge à la dernière seconde, esquivant l'attaque de Beck. L'attaque de Beck pulvérise le sol, montrant à quel point le coup est dévastateur. Les spectateurs sont surpris de voir que le dernier joueur est en fait rapide, car il a réussi à esquiver le coup de Beck. Le type lève alors les poings, prêt à engager un combat au corps à corps contre Beck. Cela indique aux spectateurs que le type utilise probablement un build d'amélioration corporelle, tout comme Beck. Étonnamment, le type ne semble pas être une blague non plus, car il a également un total de 15 kills au compteur. D'un autre côté, Beck a 39 kills, et s'il parvient à vaincre le dernier type, il atteindra le compte de 40 kills. Un instant plus tard, le combat entre les deux s'engage, et Beck lance son poing vers la tête du type, mais celui-ci esquive. Le type lance une contre-attaque, mais Beck parvient à bloquer le coup avec son coude. Beck donne alors un coup de pied sauté au type, le repoussant en arrière. Les spectateurs sont impressionnés par ce qu'ils voient, car les deux se battent comme de vrais artistes martiaux. Cela les laisse se demander qui est l'autre type. Certains pensent que c'est un pro caché en raison de la façon dont il se déplace. Beck admet aussi que les mouvements de son adversaire sont plutôt bons, mais en même temps, il a fini de s'amuser avec lui. Le type se jette sur lui, et Beck lui fait croire qu'il veut le frapper, mais il l'achève avec un poing en forme de lance. Le type est projeté contre le mur, et juste avant de mourir, il admet qu'il n'avait aucune chance car il utilisait un build auquel il n'est pas habitué. Néanmoins, il dit à Beck que c'était amusant de jouer avec lui, l'assurant qu'ils auront un vrai combat la prochaine fois. Avec la mort du type, Beck gagne la partie avec exactement 40 kills, laissant les spectateurs en extase. Comme promis, le spectateur, DUS, qui avait proposé la quête, a fait don des 3 millions 1. Sur cette lancée, Beck a enchaîné une série de 98 victoires en stream pour atteindre le rang maître dans tous les modes. Plus tard, les streamers de jeu, Youngarium et Youngdown, qui sont jumeaux, découvrent le désir de Beck de trouver un disciple pour la SSR Cup. Comme les deux sont intéressés, ils postulent tous les deux pour devenir le disciple de Beck. Pendant ce temps, on voit Sophia dans son bureau en train de consulter le rapport du jour sur Beck, et DUS, qui a fait un don de 3 millions pendant le stream, attire son attention. Quelques jours plus tard, on voit Beck inspecter son familier, le loup foudroyant. Avant le stream, il veut savoir si le familier a quelque chose de spécial, mais à sa grande déception, le chiot ne peut que mordre, hurler et faire des roulades. Néon mentionne également qu'elle ne s'attendait pas à grand-chose puisque le familier est arrivé avec une mise à jour d'urgence. Néon dit alors à Beck qu'elle et Sungshul ont dû choisir quelques candidats car beaucoup ont postulé. Elle suggère ensuite que Beck jette un œil à la liste plus tard. Comme le stream est sur le point de commencer, Beck pense à renvoyer son familier, mais celui-ci fait une tête mignonne qui force Beck à reconsidérer sa décision. 5 minutes plus tard, Néon lance le stream, et Beck continue le mode carrière. Beck reçoit un message du bureau lui disant qu'un incident de saccage a eu lieu dans un parc. Les spectateurs sont stupéfaits en voyant cela, car l'incident de saccage est un événement à grande échelle qui ne devrait pas se produire avant plus tard. Tous expriment leur confusion quant à la progression de l'histoire. En gros, le saccage de Reverse Planet est un phénomène où l'autre monde lâche ses monstres sur Reverse Planet, provoquant finalement un déchaînement. Beck reçoit alors pour mission de répondre à l'incident de saccage à grande échelle et d'éliminer les monstres envahisseurs. Anna arrive sur les lieux, disant à Beck qu'elle a préparé les véhicules et qu'ils doivent partir immédiatement. Quelques instants plus tard, ils arrivent au parc et trouvent des corps de monstres et d'humains également. Anna mentionne que les agents arrivés plus tôt doivent être ceux qui ont tué les gobelins. Anna suggère alors qu'ils se séparent pour couvrir plus de terrain, et ce, grâce au fait qu'elle fait maintenant confiance à Beck pour se débrouiller seule. Après le départ de Anna, Beck passe à l'action. Il trouve bientôt des gobelins poursuivant une pauvre dame, et Beck les élimine avec son fouet-chêne. L'un des gobelins se jette sur la dame, prêt à la déchiqueter, mais Beck le coupe en deux, lui faisant goûter à sa propre médecine. Les spectateurs sont tous époustouflés par l'efficacité du fouet-chêne lorsque Beck le manie. Après avoir sauvé la dame, Beck lui indique où aller pour être en sécurité, et la dame le remercie avant de d'étaler se mettre à l'abri. Beck comprend que la seule façon de mettre fin à tout cela est de tuer le chef des monstres le plus vite possible. Beck est en train de penser à cela quand un monstre apparaît derrière lui. Le monstre le coupe presque en deux, mais il esquive à la dernière minute, grâce à ses réflexes incroyables.
Beck est content que le monstre capitaine soit apparu juste au moment où il le cherchait. Beck est sur le point d'affronter le monstre quand il réalise que quelqu'un d'autre se tient dans les buissons et l'observe. Beck concentre son attention sur cette personne mystérieuse, le laissant en état de défense contre l'entité capitaine qui le combat. Même les spectateurs le remarquent et se demandent pourquoi Beck ne contre-attaque pas. Réalisant que l'entité mystérieuse dans le buisson va juste continuer à regarder à moins qu'il ne devienne sérieux, Beck passe enfin en mode sérieux, et il coupe le monstre en deux. Le chat s'emballe car ils attendaient tous les mouvements impressionnants de Beck depuis le début du combat. Après avoir vaincu le capitaine des monstres, Beck dit au type mystérieux de sortir à découvert. À ce moment-là, un géant violacé avec des cornes et de longues oreilles sort pour faire face à Bayek. Il s'avère que l'étrange créature est connue sous le nom d'envahisseur dimensionnel. Même s'ils ressemblent aux humains, ils viennent toujours de l'autre monde et sont même considérés comme des démons par certains. Les spectateurs sont en sueur en voyant cela, car la plupart d'entre eux n'ont fait qu'entendre parler des envahisseurs, mais n'en ont jamais vu. Son se demande pourquoi un envahisseur apparaît si tôt dans le jeu alors qu'il n'apparaissent que tardivement. Son CHUL mentionne que le mode carrière de Beck est pratiquement sorti tout droit de l'imagination à ce stade. Étonnamment, l'envahisseur lève les poings, demandant finalement un combat au corps à corps contre Beck. Même si toute la situation est étrange, Beck lâche son arme, prêt à affronter l'envahisseur comme il le souhaite. Beck fonce vers l'envahisseur et lui lance un coup de poing, mais l'envahisseur l'esquive et lance une contre-attaque. Cependant, Beck est déjà préparé, et il parvient à esquiver la contre-attaque. Les deux continuent d'échanger des coups, et Somchul mentionne que le combat ressemble à celui que Beck a eu contre le type mystérieux en mode Battle Royale. Quelqu'un dans le chat est d'accord, mais dit que tous les combats à main nue se ressemblent. Cependant, le mystère demeure quant à la raison pour laquelle l'envahisseur est si doué en combat rapproché. D'un autre côté, Beck a découvert quelque chose d'intéressant, à savoir que l'envahisseur imite en fait ses mouvements. Beck se souvient qu'il y avait un étinel modelé sur lui dans l'autre monde, et que la mission de cet étinel était de le tuer pour avoir détruit le centre de recherche. Même si l'envahisseur imite ses mouvements, Beck pense toujours que ce type ne fait pas le poids contre lui. Beck attrape la tête de l'envahisseur et le plaque au sol. Beck l'achève ensuite de plusieurs coups de poing à la tête. Beck comprend que quelqu'un fait la même chose que le laboratoire dans l'autre monde, ce qui l'amène à se demander de qui il pourrait s'agir. Beck se demande si c'est la Ligue des entreprises ou quelqu'un parmi les envahisseurs. Soudain, il réalise que l'envahisseur l'a en fait imité lors du combat JCJ, ce qui signifie que la personne derrière tout ça est quelqu'un qui peut être impliqué dans le système de jeu. Cela le laisse se demander si ce pourrait être le mystérieux Anonyme 62. Quelques instants plus tard, Anna arrive sur les lieux et demande à Beck s'il a fini de nettoyer la zone environnante, et Beck répond que oui. Les spectateurs ne sont pas surpris car Anna est censée arriver en retard. Anna est surprise quand elle découvre que Beck a vaincu une entité capitaine et un envahisseur. Anna contacte alors le quartier général, leur demandant d'envoyer l'équipe de nettoyage car ils ont un cadavre d'envahisseur sur place. Elle leur dit aussi de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres envahisseurs dans la zone. Anna félicite alors Beck pour son bon travail, lui disant à quel point elle est certaine de pouvoir lui faire confiance. Anna suggère alors qu'il retourne au quartier général une fois que l'équipe de nettoyage sera arrivée sur place. Avec cela, Beck termine la mission, et il reçoit un point de compétence comme d'habitude. En arrivant au quartier général, Kim Chul appelle Beck pour lui parler de l'envahisseur qu'il a rencontré. Apparemment, ils ont mené une enquête sur l'envahisseur, et il semble être complètement différent de ceux qui l'ont vu jusqu'à présent. Kim Chul informe Beck que leur conclusion est qu'il s'agit d'une espèce totalement différente des autres. Kim Chul demande alors à Beck s'il a remarqué quelque chose de différent lors de sa rencontre avec l'envahisseur. Beck fait savoir à Kim Chul que l'envahisseur a essayé de l'imiter, ce qui choque Kim Chul. Le chat est également surpris d'entendre cela, mais ils sont plus préoccupés par le fait que la réaction de Kim Chul est exagérée. Sung Chul mentionne alors que les actions de l'envahisseur pourraient signifier quelque chose de plus grave qu'il ne le pensait. Un des spectateurs a émis la théorie que toute cette histoire pourrait probablement mener à une autre intrigue. Kim Chul dit alors à Beck qu'un envahisseur n'a jamais essayé d'imiter un humain dans le passé. Kim Chul mentionne qu'il pourrait avoir des ennuis car il n'y aura aucun moyen d'empêcher les envahisseurs d'envahir la planète s'ils sont capables d'imiter les humains. Beck réalise que Chul a raison car ils vont semer un chaos incommensurable dans la société. De plus, il craint que la Ligue des sociétés ne coopère avec les envahisseurs tant que cela leur profite. Kim Chul dit alors à Beck qu'il a fait un excellent travail en empêchant une autre catastrophe avant qu'elle ne se produise. Pour cette raison, Kim Chul donne une boîte à Beck, lui disant qu'il est plus que qualifié pour l'avoir. Après être sorti du bureau de Kim Chul, il tombe sur Yujin et Anna alors qu'il tient toujours la boîte à la main. Yujin révèle qu'elle est venue féliciter Beck car la boîte dans sa main contient l'insigne officiel d'un agent. Yujin mentionne que c'est le devoir d'un supérieur d'épingler l'insigne sur ses subordonnés. Cependant, Yujin est toujours couverte de bandages, et Anna prend la responsabilité à sa place. Anna prend alors l'insigne, et elle l'épingle au col de Beck tout en le félicitant pour cette nouvelle étape. Yujin lui dit alors qu'au moment où il devient un agent, il obtient beaucoup plus d'autorité, mais qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Apparemment, l'autorisation d'agir en solo lui donne l'opportunité de partir en mission de son choix sans avoir à suivre toutes les procédures complexes.
Yujin est déçu que Baek doive commencer à partir en mission solo alors qu'ils n'ont fait qu'une seule mission ensemble. Anna taquine Yujin, lui rappelant qu'elle a été blessée lors de la dite mission. Néanmoins, Yujin dit à Baek de toujours l'appeler au cas où il aurait besoin de son aide, car il n'est pas obligé de partir seul en mission solo. Baek remercie les deux pour leur aide, et Yujin lui demande ce qu'il compte faire de sa nouvelle autorité. À ce moment-là, Neon coupe le stream, disant aux spectateurs qu'ils vont arrêter la diffusion car Sung Chul a un rendez-vous important. De plus, Neon leur fait savoir qu'il y a une annonce spéciale. Elle mentionne que l'audition pour devenir le disciple de Baek va bientôt commencer, et qu'elle a décidé de l'appeler Superstar. Les spectateurs ne perdent pas de temps pour se moquer d'elle dans le chat, lui disant que le nom est horrible. Pour connaître les candidats, Neon dit aux spectateurs d'attendre avec impatience le prochain stream. Quelques jours plus tard, l'audition de la Superstar est prête à être diffusée en direct. Parmi les candidats se trouvent les jumeaux, Ariam et Dawn. La salle est remplie de grands streamers et même de petits streamers, révélant qu'ils n'ont pas fait de sentiment en choisissant leur candidat. Apparemment, il y a un streamer à clickbait, Bluewall, parmi les candidats, et c'est Neon qui l'a intentionnellement choisi car elle veut lui en faire voir de toutes les couleurs. Une fois que tout est prêt, Neon et Songchul lancent le stream. Les spectateurs sont impressionnés par le nouveau décor, et tout cela grâce à l'audition. Neon mentionne qu'il utilise le studio extérieur car ils veulent accueillir un grand nombre de personnes. Une fois que Neon a fini son bavardage, elle appelle Baek, et les spectateurs sont époustouflés car Baek est si beau en costume. Cependant, son visage est couvert par un masque que la majorité souhaite qu'il enlève. Avant l'audition, Baek avait demandé à Neon quel type de contenu nécessitait des coéquipiers dans le jeu. Neon répond alors que le mode de jeu qui nécessite un groupe est le raid. C'est l'un des modes les plus importants de Reverse Planet. Et contrairement au mode histoire où l'on doit vaincre une seule entité puissante, ici il faut passer par des mécanismes complexes, c'est pourquoi un groupe est nécessaire. Et pour la récompense, elle n'est reçue qu'une fois par semaine. Maintenant que Baek est présent devant les candidats, il leur dit que pour devenir son élève, ils doivent suivre tout ce qu'il dit. Il leur fait savoir qu'ils sont libres de partir s'ils ne peuvent pas le faire. De plus, il les assure qu'ils pourraient être disqualifiés même s'ils réussissent l'audition tant qu'ils ne suivent pas ses instructions. Cependant, il leur assure qu'ils atteindront le rang de maître tant qu'ils sont prêts à apprendre. À ce moment-là, Bluewall intervient, rappelant à Baek qu'il est aussi rang maître, et qu'il devrait d'abord faire ses preuves. Baek convient que le type a marqué un bon point, et il suggère que les 12 l'affrontent tous en même temps. Il leur dit qu'ils gagnent s'ils parviennent à lui porter un seul coup en 10 minutes. Cependant, s'il échoue, cela signifie qu'il remporte le concours. Neon panique en entendant cela car ce n'est pas ce sur quoi il s'était mis d'accord. Même Songchul ne croit pas ses oreilles. Baek leur dit alors que celui qui portera le coup remportera automatiquement l'audition. Baek pimente encore les choses en entrant dans un cercle et en leur disant qu'il n'attaquera pas le premier et qu'il ne quittera pas le cercle. Le chat s'enflamme en entendant cela car il pense que Baek sous-estime déjà les candidats. L'un des candidats demande alors à Baek s'ils sont autorisés à attaquer simultanément, et Baek leur dit qu'ils sont libres de le faire. En fait, ils sont libres d'utiliser n'importe quelle capacité ou arme qu'ils veulent. Toutes les règles étant établies, Baek déclare le match ouvert. Bluewall est le premier à bouger en lançant une attaque surprise à longue portée, espérant prendre Baek au dépourvu. Cependant, Baek esquive facilement le coup, laissant Bluewall abasourdi. Baek rend les choses encore plus intéressantes en disant aux candidats qu'ils sont tous libres de l'attaquer en même temps pour ne pas perdre de temps. Ils suivent sa suggestion et lui lancent tous leurs meilleurs coups, mais à la fin, ce sont eux qui se font battre. Pendant que les autres se plaignent, les jumeaux passent à l'action et foncent vers Baek, espérant le vaincre avec une attaque coordonnée. Cependant, leur petit plan pour l'attaquer simultanément des deux côtés échoue également lamentablement. Baek les attrape et les projette en l'air comme s'il était des jouets. Au final, aucun d'entre eux n'a réussi à toucher Baek jusqu'à ce que le chronomètre s'épuise. Les spectateurs sont choqués de voir que 12 joueurs n'ont même pas réussi à faire sortir Baek du cercle. Comme il a prouvé son talent, Baek demande aux candidats si l'un d'entre eux a encore des objections, et ils répondent tous non. Baek leur dit alors que cela n'a peut-être prouvé que son talent de joueur, mais qu'il devra encore prouver son talent d'entraîneur. Sur ce, Baek déclare l'audition ouverte, mais le simple fait de prononcer le nom ridicule de l'audition l'étouffe presque. L'audition ayant enfin commencé, Sung Chul demande à Neon quelle est la première mission de la liste. Neon révèle que les joueurs doivent montrer leur contrôle de capacité sans modificateur. Elle explique que c'est une mission simple où ils doivent tenir au moins 3 minutes en tenant une barre de 150 kg avec une configuration donnée. Les spectateurs, d'un autre côté, ne pensent pas que Neon ait raison de qualifier la mission de simple car ils croient qu'il est assez difficile d'utiliser des capacités sans modificateur. Les spectateurs exigent de savoir quelle configuration les candidats utiliseront, et Songchul mentionne qu'il s'agit d'une configuration de type amélioration. Songchul dit que ce n'est peut-être pas aussi efficace que l'être absolu, mais que cela améliore l'endurance et la force du joueur. Neon révèle alors qu'elle et Songchul l'ont déjà essayé, et que ça a plus ou moins fonctionné. Neon leur montre une photo d'eux en train d'essayer pour prouver qu'elle ne ment pas. Cependant, la photo ne rend pas vraiment justice, car Neon et Songchul semblaient sur le point de mourir en le faisant. Neon dit alors aux candidats de rendre leur fenêtre système visible avant de participer au défi. Neon leur demande ensuite si quelqu'un a des questions.
Les jumeaux lèvent immédiatement la main, posant à peu près la même question, mais de différentes manières. Ils demandent s'il y a un avantage à terminer le défi plus tôt, et Xingqiu mentionne que les scores sont distribués sur une échelle mobile en fonction de l'ordre de passage, donc ceux qui réussissent vite ont l'avantage. Nayo révèle que les 4 personnes ayant les scores les plus bas seront éliminées à la fin du défi. Les candidats s'inquiètent en entendant cela, mais Néon les calme en leur disant que les abandons sont autorisés. Cependant, la limite de temps pour la première mission est de 30 minutes, et cela inclut le temps d'entraînement. Sur ce, ils commencent le défi, et tout le monde se met immédiatement à s'entraîner pour s'échauffer. Alors qu'ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes, Sung Chul demande à Baek qui, selon lui, finira premier, et Baek mentionne que les jumeaux seront les premiers à réussir. Cependant, Néon soutient un autre joueur appelé LNDB. Les spectateurs réalisent alors que les jumeaux et même LNDB sont déjà habitués au build de mêlée, ce qui signifie qu'ils n'ont aucun problème à soulever des choses lourdes. Soudain, le chat s'emballe car il pense que tout le test désavantage les utilisateurs de build à distance. En un rien de temps, le chaos éclate dans le chat alors que les spectateurs affirment que les organisateurs favorisent les utilisateurs de mêlée tout en méprisant les utilisateurs à distance. Néon panique en voyant cela, et elle commence à avoir peur que les choses ne dégénèrent si elle n'agit pas rapidement. La peur se lisant sur son visage, elle lève la main pour calmer les spectateurs, leur disant qu'ils ont dû se faire une fausse idée. Néon révèle que la deuxième mission sera plus avantageuse pour les utilisateurs de build à distance, et c'est la raison pour laquelle la première élimination n'a lieu qu'après la fin de la mission suivante. Les spectateurs comprennent enfin que la première catégorie est pour les utilisateurs de mêlée, tandis que la seconde est pour les utilisateurs de build à distance. Les spectateurs commencent à se moquer de Néon car ils peuvent voir à quel point elle avait peur. Quelques instants plus tard, Néon demande s'il y a déjà des volontaires, et les jumeaux et LNDB s'avancent. Le match commence, et après 1 minute, les jumeaux se disputent déjà comme des frères et sœurs, essayant de se faire abandonner l'un l'autre. Alors que LNDB est sur le point d'atteindre la barre des 3 minutes, il laisse tomber l'haltère. Cependant, les jumeaux dépassent la barre des 3 minutes, devenant ainsi les premiers candidats à réussir. Pas prêt à abandonner, LNDB demande un nouvel essai, et on le lui accorde. Heureusement, il réussit à passer au deuxième tour. Pendant ce temps, Bluewal craint d'être éliminé s'il n'agit pas rapidement. Il sait aussi qu'il subira de nombreuses critiques s'il n'atteint pas le top 4 après tout le contenu provocateur qu'il a publié sur ses réseaux sociaux. À ce moment-là, le 4e candidat reçu est annoncé, et Bluewal en profite pour mettre son plan à exécution. Une fois prêt, Bluewal lève la main pour relever le défi. Néon lui dit alors de mettre sa fenêtre système en mode visible avant de monter sur scène. Sur ce, Bluewal monte sur scène et, sans trop de difficultés, il dépasse la barre des 2 minutes. Les spectateurs commencent à l'acclamer, disant qu'il ne l'avait jamais su aussi talentueux. Cependant, Baek n'a pas l'air du tout impressionné, et c'est probablement parce qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. À ce moment-là, Bluewal dépasse la barre des 3 minutes. Et juste au moment où il s'apprête à descendre de la scène, Baek l'arrête, lui demandant à quel petit jeu il pense jouer. Bluewal fait l'idiot, et Baek lui fait savoir qu'il est au courant qu'il utilise un modificateur. Les spectateurs sont confus en entendant cela car ils voient clairement la fenêtre de Bluewal, qui indique qu'il est à 0%. Néon demande alors à Baek pourquoi il pense que Bluewal utilise un modificateur. Baek révèle alors que les mouvements de Bluewal, depuis son arrivée jusqu'au moment où il a tenu l'haltère, montrent des changements propres à un système de modificateurs. Baek mentionne qu'il a pu le découvrir parce que le corps de Bluewal était ajusté en temps réel par rapport à ses mouvements d'origine. Cependant, les spectateurs ne croient pas Baek car ils pensent qu'il raconte n'importe quoi. Même Néon est forcé de lui chuchoter à l'oreille, lui disant qu'il y aura un gros problème s'il s'avère qu'il a tort. Baek répond qu'il sait ce qu'il a vu. Il dit alors à Bluewal de lui montrer son vrai système de modificateur au lieu du faux qui est affiché. Bluewal dit avec assurance à Baek qu'il peut voir son modificateur à l'écran. Bluewal dit alors à Baek que tout ne se terminera pas par des excuses s'il s'avère que Baek a tort. Baek répond alors que s'il s'avère qu'il a tort, il s'excusera. Et non seulement ça, il promet aussi d'arrêter le streaming, et il dit même à Bluewal qu'il est libre de prendre ses revenus de streaming. Avec tout cela en jeu, Baek dit à Bluewal d'ajuster son système de modificateur, laissant le gars dans une position précaire. Bluewal essaie alors de manipuler le système, et quand il n'affiche pas ce qu'il veut, il prétend qu'il y a un lag. Baek l'interrompt, lui disant qu'il n'y a pas besoin de vérification supplémentaire car il a été disqualifié. Les spectateurs sont tous déçus quand ils découvrent que Baek avait raison, et que Bluewal était vraiment un tricheur. Furieux de s'être fait prendre, Bluewal se déconnecte avec colère en maudissant le stream. Les spectateurs se moquent de lui pendant qu'il se déconnecte, et il s'excuse auprès de Baek d'avoir douté de lui. Après cela, l'audition continue, et comme prévu, la deuxième mission était centrée sur les utilisateurs de build à distance. Cela les aide essentiellement à prendre les premières places dans le deuxième test. Ceux qui n'ont pas réussi à atteindre les notes requises ont été disqualifiés, et ils se sont tous retirés avec respect, promettant de continuer à encourager le stream même s'ils sont déjà éliminés. Sungchul mentionne alors qu'ils en ont fini avec les missions individuelles, et que la suite est un combat en équipe. Néon mentionne qu'après un combat à 4 contre 4, ils diviseront l'équipe gagnante en deux et les feront s'affronter.
Cela signifie qu'ils choisiront un total de 2 candidats à la fin. Neyon mentionne qu'il y aura les équipes A et B. En gros, les équipes sont équilibrées en fonction de leur score à la mission individuelle. Dans l'équipe A, il n'y a que des utilisateurs à distance, et l'équipe B a des utilisateurs de mêlée à l'exception d'une fille timide, Shuria. Pour leur première mission, ils doivent vaincre des éternels intermédiaires sur le terrain où ils se trouvent. L'équipe qui vaincra le plus d'éternels gagnera le défi, mais ils n'ont pas le droit de quitter le terrain de leur équipe respective. Neyon mentionne que les 2 équipes ont 2 chances, et le score le plus élevé sera enregistré comme résultat final. Song Chul leur fait savoir qu'ils sont libres d'utiliser n'importe quelle capacité et build, mais qu'ils devront garder le modificateur à 60%. Une fois les explications terminées, les candidats se lancent dans la mission. À la fin du premier défi, l'équipe A avait vaincu 10 éternels tandis que l'équipe B en avait vaincu 8. Grâce à cela, l'équipe A est en tête, et c'est entièrement dû au fait que leur équipe est composée d'utilisateurs de build à distance. En gros, les builds à distance peuvent se concentrer sur le tir et éliminer les ennemis un par un, mais les utilisateurs de build de mêlée se retrouveront désavantagés s'ils ne peuvent pas se débarrasser rapidement de leurs ennemis, car ceux-ci s'accumuleront et les submergeront. Les spectateurs sont d'accord avec cela, disant que tout ceci est une discrimination contre les utilisateurs de mêlée. En préparation pour le deuxième tour, Sharia dit à ses coéquipiers qu'ils n'ont toujours aucune chance contre l'équipe A. Daoun suggère alors qu'il demande un peu de coaching à Bayek. LNDB est d'accord, disant qu'il pourrait avoir une chance puisque cela servira aussi d'opportunité pour Beck de montrer ses compétences de coach. Même si l'on ne s'attendait pas à ce que l'équipe accepte, ils sont tous d'accord, et Arium court demander à Neyan si c'est possible. Heureusement, Neyan accepte. Mais pour que tout soit équitable, elle révèle qu'elle et Sungshul coacheront également l'équipe A. Étonnamment, les spectateurs sont d'accord avec cela car ils pensent que la participation des juges est une excellente motivation. Cependant, Baek dit qu'il n'acceptera le plan que si l'équipe A est d'accord. L'équipe A se rassemble alors pour en discuter. Et après une courte délibération, ils décident que Sung Chul sera un meilleur coach pour leur équipe car il est un utilisateur de build à distance. Sur ce, l'équipe a dit aux organisateurs qu'ils sont d'accord avec le plan. Neyon leur dit alors que la mission reprendra dans 30 minutes. Beck ne perd pas de temps à rassembler son équipe et il leur explique qu'ils doivent comprendre les caractéristiques des éternels pour les vaincre efficacement. Beck leur fait savoir que les éternels ne sont pas humains, et qu'ils ne craignent pas la douleur. En gros, si les éternels estiment que les dégâts qu'ils peuvent infliger à leur adversaire sont supérieurs aux dégâts qu'ils subiront, ils abandonneront la défense et passeront à l'offensive sans réfléchir. Beck leur fait savoir qu'ils peuvent prédire les actions des éternels s'ils parviennent à comprendre ces petits détails. Étonnamment, les spectateurs apprennent aussi énormément de ce que Beck enseigne. Après leur avoir expliqué, Beck suggère qu'ils fassent un combat d'entraînement, et leur dit de l'attaquer, en prétendant qu'il est un Atinel. Beck se met en position, et l'aura qui l'entoure change immédiatement même si ce n'est qu'un combat d'entraînement. LNDB est le premier à bouger, mais Beck attrape son épée et l'envoie voler d'un coup de pied dans la poitrine. Les jumeaux s'attaquent ensuite à Beck avec leur plan habituel de l'attaquer simultanément. Pendant ce temps, Sharia reste figée car elle a peur de toucher ses coéquipiers si elle manque son tir. Pendant qu'elle réfléchit à cela, Beck est en train de battre ses camarades. Après avoir mis les jumeaux à terre, Beck leur fait savoir que leurs attaques ne sont pas coordonnées. Il suggère alors qu'ils travaillent d'abord à coordonner leurs attaques. Pendant que Beck est occupé à enseigner à son équipe, 2 joueurs de l'autre équipe sont occupés à le fixer. Les spectateurs ne les blâment pas car ils savent qu'ils feraient la même chose à leur place. Il faut la voix de Neyon pour rappeler les deux à l'ordre, et elle leur assure que tout ira bien tant qu'ils s'entraînent à leur manière. 15 minutes plus tard, l'équipe B a l'air complètement amochée, mais elle révèle son intention de relever le défi. En un rien de temps, la bataille commence, et ils s'attaquent aux étinels sans hésitation. Suivant les instructions de Beck, ils se préparent à des contre-attaques chaque fois qu'ils affrontent les éternels. Dès qu'ils parviennent à esquiver les contre-attaques, ils ont une ouverture pour achever l'ennemi. Auparavant, Beck avait donné à Shuria sa propre part de conseil. Il lui fait savoir que la coordination de l'équipe repose sur elle car elle est la seule utilisatrice de build à distance. Il lui fait savoir que l'hésitation à utiliser sa compétence par peur de toucher ses coéquipiers ne fera que l'empêcher de saisir une opportunité. À ce moment-là, l'un des éternels est sur le point d'écraser LNDB par derrière, mais Sharia surmonte sa peur et empale l'éternel avec une lance de glace. Sharia dit alors à ses coéquipiers de se concentrer sur le combat, les assurant qu'elle va couvrir leurs arrières. Tout le monde, y compris les juges, se demande à quel point la leçon de Beck a fait une différence pour l'équipe. Au moment où le chronomètre s'arrête, l'équipe B a réussi à vaincre 14 éternels au total, et les spectateurs les félicitent pour un retour aussi incroyable. Lorsque l'équipe a finalement relevé son propre défi, elle a réussi à abattre 12 éternels au total. Une fois qu'ils l'ont terminé, Neyan annonce que l'équipe B détient le record le plus élevé, ce qui signifie qu'elle est la gagnante. L'équipe saute de joie en entendant cela, célébrant leur impressionnant retour. Même si l'équipe a perdu, ils ne se sentaient pas vraiment mal car ils savaient qu'ils avaient fait de leur mieux. Avant de partir, l'équipe A s'assure d'obtenir sa part de conseil de Beck, car il a prouvé qu'il pouvait aussi coacher les utilisateurs à longue distance. Après avoir pris ses conseils, l'équipe A se déconnecte, remerciant les organisateurs pour l'opportunité qui leur a été donnée. Sur ce,
Sungshul mentionne qu'il passe enfin en finale. Comme la finale sera une mission de combat en équipe de 2 contre 2, Sungshul révèle que l'équipe participera à une compétition de survie en JCJ. Il révèle que l'équipe qui survivra jusqu'à la fin du mode remportera le défi. Sans stresser, les équipes ont déjà pris leur décision. Comme prévu, les jumeaux restent ensemble tandis que Sharia et LNDB sont ensemble. Plus tard, on voit Soyol s'entraîner à la salle de sport lorsqu'elle reçoit les résultats de l'audition pour devenir le disciple de Beck. Comme prévu, les jumeaux s'avèrent être les gagnants de l'événement car ils ont un meilleur travail d'équipe. Soyol est contente que Beck soit devenu coach, car avec un peu de chance, il pourrait choisir son équipe. Cela donne à Soyol l'espoir qu'elle et Beck pourront peut-être bientôt faire une autre diffusion ensemble. Quelques jours plus tard, Neon et Sun CHUL reprennent le streaming régulier. Le stream commence exactement là où s'est terminé le dernier événement PBE, lorsque l'on demandait à Beck ce qu'il comptait faire de son autorité. Beck répond qu'il a l'intention de conquérir Reverse Planet tout seul. Anna n'est pas surprise en entendant cela, car elle sait quel genre de personne est Beck. Anna dit que Beck a les compétences pour le prouver. Yujin est également d'accord mais mentionne qu'il pourrait y avoir un problème. Elle s'approche alors de Beck pour lui dire discrètement de vérifier ses messages avant de partir, car elle a quelque chose à lui dire, mais ça semble gênant. Après le départ des deux, Beck vérifie le message de Yujin, lui disant que Choi et ses hommes étaient en fait à sa recherche. Elle dit à Beck que la Ligue des entreprises pourrait vouloir quelque chose de lui, c'est pourquoi ils vont probablement l'attaquer à nouveau. Elle fait savoir à Beck que les entreprises sont conscientes qu'ils sont sur leur piste, donc elles n'agiront pas imprudemment. Mais le bureau a aussi placé des espions au sein de l'entreprise. Grâce à eux, ils seront prévenus chaque fois que les entreprises comploteront quelque chose. Yujin joint également une liste de portails que Beck peut emprunter en solo. Lorsque les spectateurs voient cela, ils sont tous convaincus qu'une embuscade se prépare. Quelques instants plus tard, un type se présente comme étant Jong Ji-hoon, de l'équipe de soutien et d'assistance. Il dit à Beck qu'il va l'emmener à un endroit où il peut faire un raid en solo, et Beck accepte. Peu de temps après, Ji-hoon dépose Beck à un portail et repart immédiatement. Les sens de Beck lui disent immédiatement qu'il est encerclé par l'ennemi, car le portail est censé être protégé par des gardes armés, mais à la place, des types se cachent dans les buissons. Beck ne perd pas de temps à invoquer son épée tout en s'assurant que les assaillants sont au nombre de 6. Beck fait alors le premier pas et Sen prend au plus faible qui se cache dans un arbre. Beck est sur le point de couper le type en deux lorsque le chef d'équipe apparaît pour protéger son coéquipier. Il lui assène un puissant coup de poing qui envoie Beck voler en arrière. Réalisant que Beck les a repérés, les assaillants sortent de leur cachette. Le chef d'équipe félicite Baek, lui disant que ses sens sont plutôt aiguisés. Il s'adresse ensuite à Baek en utilisant son nouveau numéro de sujet de test, qui est 48. 100 est assez pour énerver Baek, et il demande au type s'il vient de l'entreprise. Le type est surpris que Beck le sache déjà, et il décide de faire court. Il dit à Beck qu'ils sont là pour le ramener au laboratoire, lui faisant savoir qu'ils sont prêts à cultiver ses capacités avec des expériences appropriées. Cela ne fait qu'énerver davantage Beck, et il dit au type de la fermer. Le chef d'équipe affiche un sourire diabolique, disant à Beck qu'il est le seul responsable de ce qui va lui arriver. Les 6 sortent immédiatement leurs armes. L'un d'eux se jette sur Beck, mais il bloque facilement son coup de poing avant de le repousser en arrière. Un autre essaie de l'attaquer par derrière, mais Beck frappe le type à la tête pour l'achever. Même s'il semble qu'il soit en désavantage, le chef d'équipe dit à son équipe de continuer à attaquer dans le but d'abattre Beck. Ils se jettent tous sur lui en même temps, mais Beck les met tous à terre facilement. Beck ne ressent aucune menace de leur part, et les spectateurs ne sont pas surpris. Après tout, le niveau de Beck est élevé maintenant, et les assaillants ne sont rien pour lui. Réalisant que Beck est bien au-dessus de leur niveau, le chef d'équipe hurle à ses coéquipiers de prendre quelque chose appelé TL01. Cela laisse les spectateurs perplexes car ils n'ont jamais entendu parler d'une chose pareille auparavant. Même Sung CHUL a dû le chercher sur internet, mais n'a rien trouvé. Il réalise alors que Beck a provoqué la création d'une nouvelle branche de l'histoire du jeu. Les assaillants sortent une pilule et disent à Beck qu'il va regretter de les avoir forcés à la prendre. Même Beck n'a jamais entendu parler de cette pilule auparavant, et il comprend qu'il doit être prudent. Au moment où les assaillants prennent la pilule, ils commencent à agir bizarrement, et leurs corps prennent une couleur violacée. C'est alors que tout le monde réalise que les assaillants ressemblent maintenant à l'envahisseur que Beck a combattu à l'époque. Le chat s'emballe car ils craignent que Beck ne puisse pas affronter 4 envahisseurs tout seul. Avant que Beck ne s'en rende compte, l'un d'eux cesse de précipiter vers lui. Beck parvient à esquiver à la dernière seconde, et le coup du type laisse le sol en morceaux. Les spectateurs hallucinent en voyant la puissance qu'une seule pilule peut conférer à son utilisateur. Beck est contraint de se mettre sur la défensive alors que les assaillants tentent de prendre le dessus sur lui. Sung CHUL mentionne alors que non seulement les assaillants sont devenus plus forts, mais il semble que leur comportement soit aussi étrange. Sungshul révèle que les assaillants sont devenus complètement différents, comme s'ils avaient perdu leurs émotions. Alors que la bataille se poursuit, Baek reçoit un coup de poing si violent qu'il est projeté en arrière. À la façon dont les assaillants se déplacent, Sungshul peut facilement deviner qu'il se comporte comme s'il était contrôlé par quelque chose de complètement différent. Beck se rend compte que les choses ont beaucoup changé car les 4 agissent maintenant comme des envahisseurs. Beck comprend qu'il doit mettre fin à la bataille aussi vite que possible afin de pouvoir mener une enquête sur ce qui se passe.
Il fonce vers les 4, et l'un d'eux déchaîne une vague de flammes sur lui, mais il la tranche. Les spectateurs sont choqués par la rapidité et la précision de Beck, car il est capable de trancher même les flammes. Alors qu'il avance vers les ennemis, il tente de l'arrêter en utilisant des pierres, mais Beck est déjà déchaîné. Il tranche facilement tout ce qui lui est lancé pour continuer à avancer. Réalisant que Beck ne plaisante pas, le chef d'équipe ordonne à ses hommes de l'encercler, et il tente de l'abattre avec une attaque conjointe. Cependant, c'est tout simplement inutile contre Beck qui porte un coup précis à tout ce qui lui est lancé. Il tranche leurs attaques tout en les abattant. Beck laisse le chef d'équipe en vie, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, Beck apparaît derrière lui. Beck l'assomme d'un coup à la nuque. Le chat s'enflamme sur le fait que Beck est impressionnant, car les assaillants n'ont même pas pu le toucher alors qu'il était dopé. Le chef d'équipe étant neutralisé, Beck l'attrape avec l'intention de l'interroger. Cependant, du sang commence à couler du nez du type alors qu'il dit que la drogue n'est pas censée leur faire ça. Avant que Beck n'ait la chance de l'interroger, le type meurt. Beck se demande si l'effet médicinal de la drogue a été altéré, puisque le type a affirmé qu'elle n'était pas censée agir de cette façon. Comme la drogue n'existait pas dans l'autre monde, Beck en conclut qu'il doit approfondir ses recherches. Il fouille leur corps, mais il ne trouve rien d'utile sur eux. Quelques instants plus tard, Anna et Eugène arrivent sur les lieux. Elle s'excuse d'être arrivée en retard, mais Beck leur assure que ce n'est pas grave. D'un autre côté, les spectateurs sont ravis de voir l'histoire s'étendre, et il s'avère que la communauté s'emballe déjà pour la pilule TL01. Beck demande alors aux femmes comment elles savaient où ils se trouvaient. Anna mentionne que quelques instants après son départ, elles ont reçu des informations selon lesquelles les chiens de chasse allaient passer à l'action. Elles ont décidé de demander à Ji-woon qui l'avait conduit depuis le quartier général, et il les a envoyés dans la direction opposée. Après cela, le type a démissionné, révélant qu'il était un espion. Néanmoins, elles ont pu retrouver la trace de la dashcam de la voiture, ce qui leur a permis de savoir où se trouve Beck. Eugène s'excuse une fois de plus, disant à Beck qu'elle s'assurera qu'il soit dédommagé, mais Beck lui fait savoir que ce n'est pas nécessaire. Plus tard, les spectateurs remarquent que Beck ne se dirige pas vers le bureau de Kim Chul comme il est censé le faire. Au fond de lui, Beck réfléchit à toute la situation, et il comprend que l'histoire du jeu change en fonction des choix qu'il fait. Il comprend que le jeu est là pour l'aider à trouver des indices sur ce qui s'est passé dans l'autre monde. Il décide d'enquêter sur le noyau tout en mettant un terme aux agissements de la Ligue des entreprises. À la surprise générale, Beck commence à changer son build. Et à en juger par ce qu'il voit, il réalise que ce n'est pas un build mêlé. Les spectateurs se demandent si Beck est bon avec un autre build qui ne soit pas un build mêlé. Quelques instants plus tard, Beck trouve le build qu'il utilisait auparavant dans l'autre monde avant de recevoir le titre de surhumain. Il active le build, générant une tonne de flammes autour de son corps, ce qui excite les spectateurs. Même si Beck ne connaît pas le laboratoire qui a créé la drogue, il connaît la corporation qui y est liée car il a déjà attaqué cette corporation auparavant, et il s'agit de Gumshin Electronics. Les spectateurs sont choqués quand ils voient Beck se diriger vers Gumshin Electronics, et ils commencent à se demander si Beck essaie d'attaquer le bâtiment tout seul. Sung-chul comprend enfin que Beck a changé de build avant d'attaquer parce qu'il sait que personne ne le soupçonnera tant qu'il n'utilisera pas un build de mêlée pour abattre la corporation. Un des spectateurs mentionne que Beck s'en prend enfin aux corporations parce qu'elles lui ont cherché des noises. Avant de passer à l'action, Beck a aussi changé son apparence pour des cheveux argentés, ce qui le rend totalement différent. Beck met aussi un masque et, sans perdre une minute de plus, il fait irruption dans le bâtiment. Beck décide de tout donner dès le début car il n'est pas là pour plaisanter avec eux. Quelques minutes plus tard, le chaos éclate dans le bâtiment alors que Beck déchaîne sur eux un niveau de destruction dévastateur. Même si Beck a l'air vraiment cool en s'occupant des méchants, certains pensent qu'il n'aurait pas dû faire irruption dans le bâtiment comme il l'a fait. Néon s'inquiète que les autres joueurs de la zone puissent être impliqués, mais Som Chul explique que le système de déphasage a été activé lorsque l'entrée a explosé. Ainsi, le raid de la corporation est devenu exclusif à Beck seul. Apparemment, le système de déphasage sépare les joueurs dans des espaces différents en fonction des circonstances ou des événements. Ainsi, les joueurs ne peuvent pas se voir ou interagir les uns avec les autres même s'ils sont sur la même carte. Beck tombe bientôt sur un autre groupe de méchants, et il les désarme facilement avec la télékinésie. Beck se dirige vers une porte secrète qu'il connaît de l'autre monde quand il est intercepté par un type à l'air sévère et son équipe. Il s'avère que Beck reconnaît le type, Won Yong-chul. C'était l'un des gardes qui tourmentait sans cesse les sujets de test dans le laboratoire. Au moment où il pose les yeux sur Won, les fantômes apparaissent et commencent à supplier Beck de le tuer de la manière la plus brutale qui soit. Won est encore en train de donner des ordres à son équipe quand le plafond commence à s'effondrer sur eux. Cela désoriente les hommes de Won alors qu'il essaie de comprendre pourquoi le plafond s'est soudainement effondré, mais à leur insu, c'est à cause du pouvoir de Beck. En gros, c'est la raison pour laquelle on l'appelait destruction dans l'autre monde. Won comprend vite qu'il ne faut pas chercher Beck, et il ordonne à ses hommes de prendre le combat au sérieux. Il dit à ses hommes d'attaquer Beck en même temps, mais Beck ne bouge pas d'un pouce avant de les empaler tous avec des pics, donnant à la scène des allures de film d'horreur.